Bienvenue dans Fantastique, c'est Adrien Thomas. Fantastique, c'est un entretien intime avec un artiste, une personnalité unique, un parcours atypique, une histoire fantastique. Et aujourd'hui, c'est celle de David Stone. Salut David. Salut. Bienvenue dans Fantastique. Alors, comédien, illusionniste, magicien, conférencier, père de famille, humoriste. Ok, tout ça c'est bien. Mais au début, le tout petit David, il voulait faire quoi comme métier ? Le petit David, il voulait être maquilleur. Maquilleur où ? Maquilleur cinématographique, tu sais, les effets spéciaux. Mon héros, moi, c'était tous ces gens que tu vois pas dans l'ombre, qui font des blessures de balles, tout ce que tu. Rick Baker, c'était mon héros, par exemple. D'accord. Ce maquilleur américain, ouais. Qui a fait des trucs incroyables. Et donc, j'étais abonné à Mad Movies, à tous ces magazines. Ah ouais. C'était vraiment mon rêve. Et puis d'ailleurs, j'ai fait des trucs. T'en as fait du maquillage ? Oui, j'en ai machin. Et j'utilise d'ailleurs aujourd'hui dans certains spectacles un petit peu de maquillage pour renforcer le personnage. Mais voilà, c'est vraiment mon rêve. David, il voulait devenir maquilleur. Et puis après le bac, entre-temps, j'ai appris la magie, j'ai découvert l'illusion assez tard, enfin tout au moins tard en première. Je devais être en première, oui. Et en terminale. Mais donc, tu regardais beaucoup de films, ça veut dire ? Ah oui, de fantastique. Tu étais fan de cinéma ? Alors oui, mes parents, tout petit. à l'époque, on avait Canal+, donc c'était déjà, on était les seuls dans le village à avoir Canal+. Avec la parabole ? Avec la parabole. Donc forcément, on avait un magnétoscope aussi, c'était carrément génial. On pouvait louer en cachette des films d'horreur. D'ailleurs, on les enregistrait, on les copiait. Enfin, c'était... Ah oui, c'est comme ça que j'ai découvert Poltergeist, que j'ai découvert... L'Exorciste ? Massacre à la tronçonneuse. Ah ouais. Alors voilà, donc vraiment des films. Oui. Mais bon, j'étais très jeune, donc on les prenait à la voisine avec son fils en cachette de mes parents, et on les matait. Donc on flippait bien après. Ah oui. Et c'était donc un peu cet univers qui m'a inspiré de vouloir devenir maquilleur. T'étais très film en fait. Toi, t'étais fan de cinéma quand t'as été bercé en fait à ça. Et mon père est un dingue de cinéma depuis toujours. Donc j'ai grandi avec tous les classiques à regarder, à découvrir. Que ça passe des films français aux films américains. Bon, c'est essentiellement très très français du côté de mon père, mais oui, j'ai vraiment grandi avec cette culture du cinéma. Et du coup, moi de mon côté, forcément plus jeune, plus attiré par l'univers fantastique, c'était les films d'horreur, etc. Je te cache pas que je les faisais en cachette. Maman, si tu écoutes ce podcast, tu vas sans doute être très déçu. Tu tuais des gens ? Non. Des animaux ? Non, tu non tuais... plus. Non. Mais tu vois, c'est marrant parce que tu voulais du coup être maquilleur, pas acteur. Non, je voulais pas devenir acteur. Non, c'était vraiment le maquillage, mon truc, moi. Et pendant des années. Et du coup, mes parents m'avaient même dit, on te paiera le cours Christian Chauveau. Alors, je sais pas si ça existe toujours. Ou je sais pas, je connais pas du tout. Une école prestigieuse à Paris, qui avait 2 semaines d'effets spéciaux inclus dans son cursus. Ma mère m'avait dit, si tu as ton bac, on t'offrira ça. Wow. Et puis, entre-temps, j'ai découvert la magie, et du coup, mon parcours a été un peu, on va dire, bousculé. Donc tout commence le 14 août 72 à Aubonne, dans le Val d'Oise. Alors je débute, j'apparais. C'est ça. David vient au monde. Donc c'est vrai que tu tournes dans un film à l'âge de 12 ans du coup ? Oui, à 12 ans alors c'est l'été prochain avec Philippe Noiret, c'est de Nadine Trintignant, de mémoire, je crois, oui c'est ça. Et en fait j'ai un rôle de figurant dans ce film. Et la grande déception, ça a été de ne pas pouvoir le partager avec mon père, parce que il travaillait ce jour-là, et lui qui était un dingue de cinéma, c'est lui qui m'avait trouvé ce petit rôle. Et malheureusement, il a pas. Donc toute la famille a participé, ma mère, ma grand-mère, ma sœur. Au tournage, oui, parce qu'en fait, et c'était super bien payé. Je me rappelle à l'époque, on était gamins, mais ça m'a traumatisé que mon père ne puisse pas venir. Ah bah à ce tournage où on a passé toute une après-midi, et j'ai parlé avec Philippe Noiret qui m'appelait, il avait son grand cigare et il me dit mais alors qu'est-ce que tu fais là, enfin ça a dû te marquer toi à l'époque, t'arrives sur un plateau de tournage. Ça m'a surtout impressionné. Alors en fait c'est pas le plateau de tournage ça ressemblait à une véritable, c'est une scène de communion solennelle où t'as des enfants qui courent partout, et moi mon rôle était de courir autour de la table des invités. C'est une scène de fête de village en fait. Donc j'avais pas conscience de l'équipe technique qui semblait un peu
disparaître dans le décor au profit des comédiens qui, eux, étaient extrêmement présents, au moins dans mon mémoire d'enfant. Noiret, je le vois, mais il est à la table, mais il est également, il irradie quelque chose. Et pendant les pauses, qui me semblaient très très longues, parce que je découvrais le cinéma, il parlait aux gens, et à un moment donné, il m'interpelle et il vient me demander. Je me rappelle encore de l'odeur de son cigare. C'est ça qui est drôle. Et j'avais qu'une chose en tête, c'est que je voulais pouvoir partager ça avec mon père. Oui, forcément. Et il n'était pas là, donc j'ai tenté d'enregistrer le maximum d'informations pour lui raconter après. Tu regardais beaucoup de films avec ton père dans un ciné-club, c'est vrai ça? Alors oui, tout à fait, le ciné-club de C'était Jean-Dréville. quoi? Parce que je crois que j'ai pas connu le ciné-club, c'était un endroit où on se retrouvait et et on regardait des films. Il y en a plein. C'est une sorte de cinéma privé? Alors, c'est plutôt une sorte de club dans lequel les cinéastes à la retraite ou des amateurs passionnés se réunissent entre eux, souvent autour d'un thème bien précis. Donc, ça peut être le Moyen-Âge, les films de, je sais pas, de Jean Quentin Gabin. Tarantino. Voilà, Oui. c'est ça exactement. Et là, en l'occurrence, c'était Jean Dréville qui dirigeait ce ciné-club. Donc Jean Dréville, c'était un très grand réalisateur dans les années 50. C'était quelqu'un de très connu qui avait lancé beaucoup de comédiens. Et mon père l'avait rencontré par hasard. Oui, parce que j'allais dire, sinon Totalement ton père avait un réseau de dingue dans le cinéma. Ben non, en fait, mon père, c'est quelqu'un de très sympa. Et je crois que l'histoire, c'est je crois que Jean Dréville avait été en panne un jour, tout simplement, sur la route de Valangougeard, là où il habitait, dans le Val d'Oise. Je crois que mon père a dû s'arrêter simplement pour l'aider à changer sa roue, réparer son pneu ou un truc comme ça. Et que le monsieur lui a dit, mais vous êtes fan de cinéma, mais génial, bah venez donc à mon ciné-club. Et c'est comme ça que... donc il m'a fait découvrir tout un tas de films qui ont été réalisés la plupart entre les années 30 et les années 60, des films souvent inédits parce que restaurés. Certains films étaient même retrouvés dans des situations rocambolesques. Et Jean Dréville animait donc ce ciné-club. Donc il nous recevait autour d'un buffet. Il y avait une centaine de personnes dans le village, dans la salle polyvalente de Valangougeard. Il invitait des réalisateurs. Alors, il y avait Bertrand Tavernier qui venait souvent, mais après, il y avait aussi Michel Galabru, Sabine Azéma. J'ai vu beaucoup de réalisateurs et d'acteurs qui venaient donc tous les mois, une fois par mois. On picorait bien évidemment le buffet, allègrement. Et puis après, il y avait la séance du film, à la fin duquel le réalisateur invité pouvait donc ou donner son avis ou raconter... parfois, c'est lui qui l'avait réalisé, donc il racontait des anecdotes, etc., des choses croustillantes pour les amateurs de cinéma. Et donc, c'était assez fascinant. Et j'avais même fait venir ma prof de français à l'époque, et c'était une dame qui m'avait beaucoup influencé dans mon travail d'écriture, notamment, parce que j'écrivais beaucoup quand j'étais gamin. De quoi, des livres? J'écrivais des trucs que je m'inventais, donc des livres dont vous êtes le héros. Ah ouais. Beaucoup, j'écrivais. J'écrivais le truc dans l'ordre, et puis après, je mettais tout dans le désordre pour avoir les numéros. Tu vois, le concept des livres dont vous êtes le héros, c'est tu choisis une destination, tu vas donc à la page 2 ou au numéro 150, etc. Et en fonction de ça, tu parcours l'histoire, ou tu meurs. Moi, tu dois connaître avec les escape games, je suppose. Ouais. Donc j'écrivais ça, j'écrivais beaucoup de nouvelles. Et ma prof de français avait dû s'enticher de moi parce qu'elle devait me trouver touchant, mes trucs. Elle aimait pas trop mon thème sur l'horreur. C'était souvent très fantastique. J'étais fasciné par Maupassant. Très dark, déjà. Très dark, voilà. Ah oui, si t'aimais les films d'horreur, forcément. Voilà, c'était Maupassant, c'était mes héros, c'était Edgar Poe, donc tous ces thèmes-là. Et j'invitais ma prof de français à voir des films, Madame Briet. Et t'as jamais sorti ces bouquins que t'as écrits? Non, je les ai retrouvés parfois à la fin d'une soirée un peu alcoolisée. Je me plonge avec nostalgie dans ces écritures. Mais du coup, j'ai pas vraiment le recul nécessaire pour voir si c'est bien écrit ou pas bien écrit. D'accord. Voilà. Donc, ciné-club avec papa, où vous partagez des moments, vous prenez beaucoup de cinéma. Oui. Et du coup, à part le cinéma, est-ce que tu avais d'autres passions déjà? Est-ce que déjà tu avais eu une première touche avec la magie ou ça arrivait bien plus tard? Oui, j'avais vu Gérard Majax à la télé, j'avais été très impressionné. Ouais. Et j'aimais beaucoup, je voyais aussi Gilles Arthur, je regardais un petit peu tout ce qui se faisait à la télé en magie. Mais du coup, c'était pas une époque où les parents interdisaient aux enfants de regarder la télé? Parce que aujourd'hui, il y a ce truc, je sais pas si tu fais ça toi en famille, mais on se dit non, mais à partir de tel âge, tu regardes pas les écrans. C'est vrai. C'est le cas pour le mien. Lui, je crois qu'il a pas encore, il a 3 ans et demi, il a jamais mangé de bonbons et il ne doit encore jamais, Il a pas vu d'écran?
je lui laisse regarder des dessins animés sur Netflix à des heures très spécifiques, mais uniquement dans des langues différentes, ou en espagnol ou en anglais. Ah donc, ouais voilà. Donc depuis qu'il est tout petit, donc je crois pas qu'il sache que Pat Patrouille peut parler français. C'est drôle, ça. Voilà. Mais non, nous, c'était pas pareil, c'était pas la même époque sans doute. Et puis, on n'avait pas la télé non plus 24 heures sur 24. Hein. Oui, c'était moins. T'avais moins d'écran qu'aujourd'hui, quand même. Oui, voilà. Ben, déjà, t'avais 2-3 chaînes. Nous, la télé dans la chambre de mes parents était en noir et blanc. Donc, voilà. Il y a eu la 4e chaîne, Canal+, qui est arrivée après, vraiment des années après. La chaîne cryptée. Donc, c'était pas, la chaîne cryptée, qu'on regardait avec une passoire au début, jusqu'à ce qu'on décide de s'abonner. C'est clair. Et voilà, donc il n'y avait pas autant. Ouais, tu disais la magie, tu vois Gérard Marjax à la télé. Oui. Alors là, je suis plus grand déjà. Là, je dois arriver à 12, 13 ans, 14 ans. Ouais. Puisque je me rappelle qu'en 5e, j'ai fait un tour de magie à tous les copains, que j'avais vu Majax faire à la télé. Et j'avais remonté à ma façon, bien évidemment. Ça devait être sans doute beaucoup moins bien que lui, et ça m'avait marqué parce qu'il avait fait tirer une carte, placer la carte sur sa paire de lunettes. Donc face en bas, on la voyait pas. Donc, hein. Et ensuite, il fait tirer une autre carte à un spectateur. Il lui montre cette carte, il mélange et puis la carte disparaît du jeu et il retire la carte qu'il avait placée avant sur sa paire de lunettes et qui lui cachait donc un œil. Et il s'avère que c'est la même que l'a choisi. Enfin, c'était vraiment magique. Et il t'a marqué ce tour. Ça m'a marqué et du coup, je l'ai fait. Enfin, j'ai cherché une solution, j'ai trouvé une solution et je l'ai fait partout en 5e à tous mes potes. Ah, déjà, t'avais trouvé comment il avait fait? Ben non, j'ai pas peut-être pas son truc. Avec le recul, j'ai pas trouvé comment il a fait, j'ai trouvé une autre méthode. Ouais. J'ai trouvé une autre méthode. Voilà. Mais c'est une méthode qui fonctionnait sans doute avec sur des enfants, voire même des adultes, mais qui devait être un petit peu moins clean que celle qu'il employait. Et après, j'ai complètement zappé. Je me suis mis un peu au sport, à la boxe, au maquillage, que je continuais toujours à droite à gauche, jusqu'en terminale ou en première. En première, où je rencontre quelqu'un dans ma classe qui me fait découvrir la magie. Donc le premier moment que tu partages, le premier moment de magie en tant que magicien, même amateur au début, que tu partages en public, c'est devant tes camarades. Oui, c'est devant mes copains de classe, dans la cour de récré, ou par exemple pour négocier un pain au chocolat. Si j'avais pas un franc, je lui disais, je te fais un tour de magie. À qui, à la boulangère? Non, aux copains, parce oui. que on avait, tu sais, ils ouvraient la porte à la récré à 11h30 et ils vendaient des pains au chocolat. Et si jamais j'en avais manqué une pièce d'un franc... Pas mal le deal. Voilà, je te fais un tour, si tu comprends pas, d'accord, ça marche, allez, vas-y. Et tu faisais des tours de quoi à l'époque? De pièces, de cartes? T'avais déjà des cartes? Non, toujours ce même tour, le fameux tour de... Ah, toujours le même? Ah oui, toujours, c'est le seul que je connaissais. Ça m'avait traumatisé, donc j'avais cherché une solution. Bah oui, forcément. Et j'avais, donc, j'en connaissais qu'un. J'avais pas accès à la bibliothèque à mes rues où j'allais, donc je devais pas avoir d'autres bouquins de magie. J'ai demandé après une boîte de magie. Effectivement, j'ai eu celle de Garcimore. Ouais. Je me rappelle, avec les petites souris, tac, tac, machin, tout le bordel. Et j'ai joué avec ça, mais j'ai pas plus accroché que la boîte de chimie ou que l'autre truc. T'avais toujours cette grosse passion pour le maquillage, t'étais à fond dedans, et puis la magie, c'était un truc cool. Mais ouais, je trouvais ça, et ça me détendait, et je faisais des monstres assez sympas, hein, je me rappelle encore, j'ai des photos, je me dis, putain, mais c'est marrant, quoi. Comment j'ai... Un talent déjà de dessinateur, d'artiste. Ouais. Et alors, pendant ce temps, tu continues tes études, tu obtiens un DUG de psychologie et une licence de philosophie avec mention à l'université d'Amiens. Donc en fait, le mec est quand même très sérieux à côté. Très studieux. Ouais, enfin, studio, c'est pas vraiment le cas, à vrai dire, puisque déjà, je loupe mon bac à cause de la magie quand je suis en terminale, puisque je découvre cet univers avec mon camarade de classe à côté, et ça, c'est une histoire un peu folle. Donc quand t'as 18 ans à peu près? 18 ans. Ouais. Là, pour le moment, j'ai fait un parcours sans faute, j'ai pas avancé de classe, mais j'en ai pas perdu. Donc, je dois arriver à 17 ans et demi ou 18 ans, je dois avoir 17 ans et demi en terminale. Et le gars dans ma droite, qui s'appelle Nicolas, remarque une carte à jouer que j'utilise en cours de philo dans mon bouquin. En marque-page? Ouais, en marque-page, simplement. Un valet de cœur, je crois, de mémoire. Et le mec, c'était le discours de la méthode ou de Descartes, un truc comme ça. Et il prend la carte et hop, il la fait disparaître à vue. Ah ouais. Dans sa main. Dans sa main, mais comme ça, tu vois. Mais merde, comment tu fais? C'est incroyable quand même, quoi. Et alors, moi, j'étais toujours au premier rang parce que j'ai des problèmes d'audition. Donc, j'ai un problème d'oreille. Donc, je disais au prof dès le début de l'année, voilà, je suis obligé d'être au premier rang. Faut que tu sois devant, Bon, bref. Et donc, je me retrouve au premier rang. Donc, forcément, le prof, il me voit en train de discuter. Donc, arrêtez de parler un peu tous les deux. Monsieur...
comment il s'appelle ce mec-là, d'ailleurs, ça va me revenir, mais tu vas comprendre pourquoi Ton camarade Non, le prof. Ah, le prof. Ah oui. Poussard, monsieur Poussard. Poussard. Alain Poussard. Et tu vas comprendre pourquoi c'est important. Je vois donc, mon camarade me montre cette carte qui disparaît. Bref, le cours de philo se passe. À la fin du cours, je lui demande, mais comment t'as fait? Explique-moi. Alors, il me montre comment il a fait disparaître cette carte. Là, tout ce que j'avais appris en magie, enfin, toute cette émulsion que j'avais en tant que gamin en 5e revient d'un coup, mais ça me remonte d'un coup. Et j'ai l'impression, en fait, mais c'est ça que j'ai toujours voulu faire, en fait. Ouais. Parce que là, j'étais très branché arts martiaux, machin, etc. Je faisais que ça. Et d'ailleurs, Nicolas me dit, mais si tu veux apprendre la magie, t'as qu'à aller voir Pascal, ton prof de boxe chinoise. C'est lui qui était magicien avant. Et il a arrêté. Et Pascal est, lui, également en terminale, et dans une autre classe, en mathématiques, lui. Et gentiment, il était très très bon en kung-fu, champion de France, je sais pas quoi. Donc il nous donnait des cours gratuitement, etc. au lycée. Et donc du coup, je vais voir Pascal, je lui dis putain, mais c'est génial, t'étais magicien avant. Il fait ouais, j'ai tout arrêté, ça m'intéresse plus. Si tu veux, je te prête mon matériel, tu me le rends à la fin de l'année. Le mec super sympa, incroyable. Il me prête du matériel, il me prête des bouquins et des catalogues de magie. Donc là, je suis en terminale, première terminale. Et du coup là, c'est là où les notes commencent à s'effondrer. Ouais. Tu fais que de la magie. Je fais que ça, mais quand je dis que ça, c'est je vis du 24 heures sur 24. Actuellement, j'en suis que à 23 heures sur 24. Mais t'as réduit. Voilà. L'heure qui me reste pour m'occuper de mon fils. C'est ça. Mais à l'époque, ça devient complètement dingue. Donc là, mes notes s'effondrent complètement. Par contre, j'acquiers je découvre vraiment une passion dévorante. Donc, c'est toutes vraiment, les techniques, t'apprends tout. C'est une histoire d'amour. Je dirais que c'est comme une histoire d'amour. Ça a la même voracité. Ouais. C'est vraiment ce mot que, tu vois, ça te prend, c'est une emprise. Et donc, je loupe mon bac, bien évidemment. J'ai même 0 au bac en maths, alors que je suis en lettres et maths, donc forcément, le seul 0 de l'académie de Amiens. Ouais. Je le sais parce que des étudiants ont téléphoné à mes parents. Tu sais, les étudiants qui sont chargés de remplir les informations dans le Minitel à l'époque. Donc le Minitel qui n'existe plus. Sur l'ancien ordinateur. L'ancien Internet, même, carrément pour nous. Et les étudiants, pour rigoler, ont téléphoné un soir à ma mère. Voilà, bonjour, monsieur Muller. Ouais. Muller, c'est mon vrai nom. Vous êtes le seul 0 de l'académie. Félicitations. Oui, félicitations, mais avant même d'avoir les résultats officiels. Donc, je sens que je vais passer un mauvais été. Ça a été le cas, d'ailleurs. Et puis après, effectivement, l'année suivante, vu que j'avais plus le droit de faire de la magie, j'ai eu mon bac et je suis parti à la fac pour obtenir les diplômes dont tu parlais. Mais tu vois, le parcours n'était pas sans faute. Ah ouais, d'accord. Ouais. Il y a eu quand même une petite histoire pour passer... Dans Wikipédia, il raconte pas... il raconte que les trucs qui marchent, mais il raconte pas ceux qui marchent pas. Et il y en a plein. Et donc, quoi qu'il arrive, après, toi, tu pars, tu fais quand même tes études, tu continues la magie, t'arrêtes jamais? Je continue la magie, beaucoup, on va dire. Au point où mes études ont été le prétexte de mon apprentissage de magie, en fait. J'allais au cours au début de l'année, je rencontrais tous les profs, je leur expliquais que j'allais travailler dans les cabarets à Paris, à Amiens. Là, t'étais sûr. Là, t'étais sûr que tu voulais faire ça, c'était ton métier, c'était décidé. Ah, mais là, c'était devenu... je savais que j'allais devenir ça, mais que ma mère m'avait dit, si tu obtiens tes diplômes, qui te permettront de devenir prof de philo ou d'avoir un métier... Pendant 1 an à Paris, on essaiera de te payer un appartement et de te permettre de vivre de la magie pendant 1 an. Si tu n'y arrives pas au bout d'1 an, tu prendras les diplômes que tu as obtenus et tu rentreras dans le rang. C'est cool, tes parents, ils t'ont toujours suivi dans ce que tu voulais faire. Oui, maquillage, absolument. La magie après, ils ont toujours mes été parents cool. m'ont toujours suivi du moment que c'était pas... Oui, ça c'est extrêmement important. Je pense que d'être encouragé ou d'avoir... l'impression d'être soutenu, c'est vital. C'est sans l'aval ou le regard passionné de ses parents. C'est un soutien hyper important. Voilà, c'est extrêmement, parce que c'est pas dans le métier qu'on va le retrouver, c'est pas dans la vie de tous les jours avec les gens qui sont pas là forcément pour t'encourager. Chacun a son propre objectif.
propre vision de voir la vie. Donc, non, ça a été un support extrêmement important et ça a été une chance que mes parents m'encouragent. Mais encore une fois, il y avait un parachute. Voilà, c'était tu fais ça à condition d'avoir ta sortie de secours. Parce qu'ils voulaient, si jamais ça marchait pas, que tu puisses faire autre chose. Comprendre en tant que parent. Tes parents, papa, je vais devenir un magicien. Bon, alors attends, on va commencer par l'ordre. Déjà, tu vas essayer. C'est comme DJ, hein. Voilà, c'est ça. Je suppose que c'est la même chose pour toi. Oui, DJ. C'est quoi déjà? Arrête. Voilà. Tes bêtises. Voilà. Et exactement. Donc du coup, je ne sais plus où j'en étais, mais tu vas retrouver. Et moi j'ai vu qu'en 96, du coup, tu gagnes ton premier concours de magie organisé par Gérard Majax. Alors, mon premier concours, c'est en 95 que je l'ai gagné. C'est le prix Diavol. Le prix Diavol, c'est une sorte de concours organisé par l'équipe de Lyon, de magie, à Lyon, c'est une sorte d'équivalence à l'époque de championnat de France, puisqu'il y a la FAP, donc la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs à l'époque, qui a également son concours. Mais le concours de Lyon est quand même assez relativement réputé, le prix Diavol. Et c'est le premier concours que j'ai remporté. Donc je me rappelle, c'était en novembre 95, et emporté par, on va dire, l'élan, je décide de participer à la Colombe d'Or, qui lui est parrainé par Gérard Majax. Il n'est pas organisé, il est parrainé par Gérard Majax. C'est la ville de Antibes qui organise un concours qui là est encore plus prestigieux, puisque tu as des magiciens de toute l'Europe qui peuvent venir, beaucoup d'Italie, d'Espagne. La Colombe d'Or est le premier concours de close-up. Donc c'est ça qui est intéressant, ça se passe dans les vraies conditions de close-up. En fait, tu as un restaurant, le restaurant du casino du groupe Partouche. Donc t'es pas sur scène. Réservé. T'es pas sur scène. T'es aux tables. Voilà, alors t'as la Colombe d'Or de scène et la Colombe d'Or de close-up, je crois. De mémoire, je me souviens un peu trop, mais il me semble que... Voilà. Et du coup, le concours de close-up a lieu dans les vraies conditions de close-up. C'est pas comme un concours de close-up habituel où tu es derrière une table et le public est assis avec des écrans géants. Là, c'est un restaurant avec une dizaine de tables. Parmi les 10 tables, il y en a 3 qui font partie des jurys, mais tu les connais pas. Et tu dois passer à toutes les tables comme si tu travaillais en close-up dans un restaurant. Ah, tu sais pas qui est le jury? Non. Ah ouais. C'est marrant. Ah oui. Bah oui, tu dois être bon à toutes. Putain, ah ouais, c'est dingue. Et donc voilà, donc là, ce sont des vraies conditions de close-up. Donc moi, j'avais triché un petit peu, parce qu'il y a un autre restaurant en bas de l'hôtel, du casino, et j'ai été faire 5 tables avant. Pour t'entraîner? Pour m'en chauffer. Donc quand je suis arrivé à la première du casino, j'étais déjà à la 6e dans ma tête. Ah oui. Donc j'étais chaud. Et tu faisais les mêmes tours à toutes les tables? Alors c'était le même numéro. Donc c'est un numéro, il ne fallait pas dépasser 10 minutes. Donc là, tu as plusieurs tours de 8 à 9 minutes. Okay. Et je crois qu'il y avait 6 ou 7 magiciens qui passaient, dont parmi les gens du concours, 1 ou 2 professionnels, au cas où ceux qui soient pas toujours très bons au concours puissent ne pas endormir les gens. Mais Gérard Majax était là? Alors Gérard Majax était là, lui il doit être parmi les invités qui déjeunent, voilà, sans doute. Et puis après, c'est eux qui nous remettent les prix. Donc tu as rencontré celui qui t'a donné envie de faire... Alors bah là, absolument, je l'avais déjà rencontré avant, Gérard Majax, je l'avais déjà rencontré dans un congrès de magie à Clermont-Ferrand en 93. En 1900, pas 1800, je préfère préciser pour ceux qui nous écoutent. Précise, on sait jamais. J'avais rencontré, très sympa d'ailleurs, très 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 sympathique. J'ai toujours beaucoup aimé ce monsieur. Il est très inspirant. Bah, c'est souvent lui, quand je discute avec des magiciens, c'est comme lui qui revient, même si je crois qu'aujourd'hui il en fait plus, il fait plus de scène. Il en fait toujours certainement, il est toujours intéressé par la magie, mais effectivement il produit beaucoup moins. Mais Gérard Majax est le seul magicien à avoir son nom dans le dictionnaire, dans le Larousse. C'est vraiment en magicien français, t'as pas de. C'était la référence ultime. Il y a eu Sylvain Mirouf aussi un peu dans le même. Oui. Bah, j'ignore si Sylvain est dans le dictionnaire, puisque je sais que j'ai arrêté d'acheter des dictionnaires après, à l'époque où. Mais je me rappelle qu'à l'époque, dans les dictionnaires, dans les gros dictionnaires officiels, tu avais les mots de A à Z. Ensuite, tu avais des pages rouges qui correspondaient, je crois, à des termes techniques. Voilà. Et à droite, après, à la fin, tu avais toutes les personnalités. Ah ouais.
les personnalités, donc de A à Z, donc ça allait de Einstein en Quand t'avais ton nom dedans, c'était voilà, c'est ça. Incroyable. Et Majac, c'était déjà dans je te dis ça parce que moi, quand j'ai découvert la magie quand j'étais plus jeune, il avait sorti un truc qui s'appelle J'aime la magie, où j'ai acheté des cassettes. Oui. T'avais un classeur. Alors je les ai, j'ai avec tous. Hein. tous les tours, et donc Sylvain Mirouf faisait des tours qu'il montrait en vidéo et tout. Et c'est comme ça que j'ai découvert la magie et appris la magie. Mais pour ça que j'ai connu Mirouf, mais pas Majax. J'ai connu après. D'accord. Tu vois, dans un autre. Mais je pense que Majax était installé. Oui, et puis Sylvain a été la même référence après pour les plus jeunes. Ça a été les magiciens les plus médiatisés, je pense aussi. Oui, à raison de 5 fois par semaine. Il passait 5 fois par semaine, 10 minutes, sur France 2, dans l'émission de Drucker, donc de 19h à 20h. C'est énorme. Et 5 fois par semaine, les gens l'ont regardé pendant... Forcément, ça t'aide à être médiatisé, puis à faire parler de toi et avoir ton nom dans le dictionnaire, du coup. Voilà. Alors, c'est vrai que cette même année, donc en 96, tu fais un autre concours à Cuba. Oui. Comment tu t'es retrouvé là-bas ? En fait, c'est un peu farfelu. C'est mon copain Jean-Charles Rosenberg qui était magicien et qui me dit tiens, je vais partir à Cuba, etc. Et en novembre, je crois encore. Ouais. Et je dis mais c'est génial et tout. Il me dit il y a un concours là-bas, si tu veux, on peut aller là-bas faire le concours de magie. Alors on en parlait comme ça entre copains au cours d'une fête. Tu vois, il y avait Damien Vapro qui était là, celui qui a fondé Magic Dream. D'accord. Il y avait plein de gens, on se connaissait tout jeunes. Et Damien Vapro, c'est celui qui a créé aussi le Splash Bottle, le tour de la bouteille qui apparaît dans le ballon. Que tu fais en spectacle. Que je fais en spectacle. Et du coup, Jean-Charles me dit oui, est-ce que ça t'intéresse ? Alors je ne sais pas trop pourquoi. Oui, ça me... Enfin bon, je me dis, ça peut être génial. Il y a un concours là-bas à Las Tunas. Donc, tu n'y étais jamais allé ? J'étais jamais allé, je parlais pas espagnol non plus. Ouais. Donc, mais Las Tunas est à 6 ou 7 heures de bus de Santiago de Cuba. Donc, c'est pas la porte à côté, déjà. C'est pas vraiment une destination touristique à la base. Donc, c'est vraiment un périple. Hein. On part donc... et moi, entre-temps, j'avais un copain qui avait un magasin de magie qui s'appelait Stéphane Jardonnet, celui avec lequel j'ai monté mes premières vidéos de cassettes sur la magie des pièces. Et son vendeur parlait espagnol, et était espagnol d'origine, José. Et José me dit, si tu veux, je peux te traduire ton numéro en espagnol. Et alors, donc, j'ai appris tout mon numéro sur les pièces en espagnol. Buenas tardes, me llamo Stone, David Stone, y voy a presentarles una cosa muy particular. Je me rappelle encore. Il parle aussi vite en plus, hein, c'est ça. En plus, je parle pas un mot d'espagnol, moi. mais bon, j'ai appris par cœur. Muy bien. Ça m'est resté, on va dire. Et j'apprends par cœur ce numéro. Et ce qui a facilité en vérité Et tu pouvais pas le faire en anglais ? Ma technique ? Non, je peux pas le faire en anglais. Là-bas, les gringos, personne ne parle anglais. Hein. Donc, surtout à l'époque où t'as même pas le droit d'aller... des États-Unis, c'est interdit. Tu vas en cachette quand tu vas à Cuba. Donc, il n'y a pas de vol direct. Hein. Les Américains étaient obligés de passer par la Norvège ou je sais plus par où pour pouvoir aller ensuite à Cuba. Je fais le concours là-bas, effectivement, je gagne un prix, alors je sais pas quel prix c'est. Tu repars pas bredouille en tout cas. Je repars pas bredouille, voilà, et j'ai vu une aventure fantastique, même sur le chemin qui nous menait de Las Tunas, de Santiago de Cuba à Las Tunas, on était parti en bus, le bus devait partir à 17h, il arrive à 2h du matin. Je crois. Là, avec des poules, des machins à l'intérieur, enfin, le truc de dingue, quoi. Ensuite, on est tous les magiciens sont dans le bus et ça part et on arrive à, je sais pas au bout de combien de temps, il y en a une panne, un pneu crevé entre-temps, sur le chemin, dans la brousse. Enfin, le chemin de l'enfer. Mais c'est génial, en vérité, surtout que j'ai 20 ans, donc à cette époque-là, tu tombes amoureux de la voisine, enfin, il y a plein d'aventures, c'est extraordinaire, je prends une photo avec mon appareil Kodak jetable, etc. Enfin bref, je me retrouve dans du pneu crevé, enfin des trucs un peu dingues. Et on arrive épuisé, bien évidemment, mais heureux, pour faire le concours là-bas, où je participe à une émission de radio, comme ça, hein, voilà. Sauf que alors j'ai mon traducteur, Jean-Charles, qui me traduit. Et puis je découvre des magiciens extraordinaires là-bas, mais d'une force incroyable, surtout d'un talent incroyable, puisque à l'époque, on est donc en plein embargo. Ils ont rien, les mecs. Rien. C'est-à-dire que pour peindre une canne en noir et blanc, une canne de magie, ils me montrent comment ils font. Donc, ils vont dans une casse, ils prennent quelque chose de noir, ils frottent la peinture
pour en faire tomber des morceaux qu'ils mélangent ensuite avec de l'essence. Ils vont remuer, rien que pour faire simplement la couleur noir et blanc sur une baguette magique, le boulot de taré, quoi. Donc quand tu vois les mecs qui font apparaître des fleurs sur scène, etc., tu t'imagines le travail de dingue, ne serait-ce que le costume, puisque on rentrait dans des magasins à Cuba de chaussures. Là, t'as, par exemple, imagine un endroit vide où il y a 2 paires de chaussures et une 3e ici. Tu prends pas la paire de chaussures en fonction de tu prends approximativement à ta taille. Tu vas pas arriver pour choisir la couleur. Hein. Et à l'époque, c'est pas pareil. On est vraiment dans un univers communiste à fond où tu n'as plus du tout t'as pas du tout de produits de première nécessité. Enfin, tout est. Il y a que les hôpitaux qui sont extrêmement performants à cette époque-là et la mortalité infantile qui est très basse puisqu'ils ont des très bons médecins. Donc, mais sinon, en termes de tout le reste, c'est fascinant de voir comment les types parvenaient à créer des miracles, à avoir des costumes géniaux, de faire des numéros fabuleux. Ça t'a permis de découvrir une autre culture aussi. Ça m'a permis de découvrir aussi la ténacité. C'est-à-dire que c'est des gens qui voulaient réussir et devenir magiciens, et malgré tous les obstacles, ils parviennent à réaliser leurs rêves. Et moi, petit Français qui va me plaindre de tous mes petits problèmes à droite à gauche, alors que j'ai tout sous la main, je réalisais que rien ne m'était impossible quand je voyais la ténacité de ces gens-là. C'est ça c'était une leçon. Ah oui, c'est clair. C'est une belle leçon de vie, je pense. Tu reviens de là, t'as un prix d'un concours, mais t'as appris aussi plein de choses. C'est ça. À côté. Tu parlais de Stéphane Jardonnet, donc oui, tu fais tes premières vidéos de magie avec lui. Oui. Est-ce que c'est à ce moment-là où parce que j'ai vu que tu avais fait une apparition, est-ce que c'est à ce moment-là où tu commences à faire des apparitions télé en France, ou j'ai vu que tu as été sur Fun TV? Tu sais que moi, c'était une chaîne que j'adorais. Ah oui? Ouais. Avec Elsa et Tom? Ah ouais? Ouais, après, donc j'ai été sur Fun Radio, mais Fun TV, et donc... J'adorais Fun TV aussi. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait un animateur chauve, Lucas, oui. qui est devenu mon boss après, pendant 15 ans à Fun Radio. D'accord. Et donc, quand il est arrivé à Fun, en même temps que moi, en plus, en 2010, j'étais comme un dingue parce que moi, je le voyais à Fun TV. J'adore Fun TV et tout. Bref, petite parenthèse. Et donc, je recherche, quand je prépare l'émission, là, je recherche un peu. Je me dis, David, qui est passé sur Fun TV, c'est énorme. Et tu fais un tour avec un Godemiché à l'antenne en direct. Je dis, putain, le mec a osé quand même faire ça. Oui, alors je crois que je suis pas certain que ça ait bien plu au directeur d'antenne d'ailleurs, parce que d'après mon souvenir, mon copain Stéphane Vanel qui m'avait fait venir à l'émission, il s'est fait un peu disputer après. Ça avait dû le faire rire lui sur le moment, mais derrière, je crois que ça les a pas fait rire. Mais encore une fois, l'objet n'est pas présenté de la même façon, donc il n'y a pas de vulgarité. Et non, c'est bien amené, on va dire. C'est bien amené. C'est pas ça reste bon enfant. Je sais pas si ça aurait la même résonance aujourd'hui, mais bon. Je sais pas. Faut regarder à nouveau l'émission pour voir. Mais tu sais, il y a des gens qui vont tenir un bouquet de fleurs et qui vont te sembler malsains. Et t'en as d'autres qui peuvent tenir un godemiché en main, et du moment qu'ils ont un regard d'enfant et un sourire béat, ça peut passer. Et c'est la baguette magique. C'est la baguette magique, voilà. Et du coup, donc c'est vrai que j'avais fait 2-3 apparitions avec Stéphane Vanel, c'est à peu près à la même époque. Ça. T'étais blond à l'époque. J'avais les cheveux blancs, blanc platine. Blanc, on avait galéré. J'avais fait ça pour la couverture d'un magazine parce que mes 2 cassettes de magie avaient cartonné en France. C'était la première fois qu'une cassette de magie sur la magie des pièces sortait en français. Et les bases de la magie des pièces et les bases de la magie des pièces 2. Voilà, on était extrêmement original en termes de titres. Mais ça avait tellement bien fonctionné que donc, les magiciens voulaient me connaître et voulaient me rencontrer. Ouais. Mais ça m'avait fermé dans un petit peu un personnage très protocolaire. C'est l'époque où... ça te correspondait pas totalement. Ça correspondait pas vraiment à ma personnalité. Moi, j'avais fait des vidéos, j'avais suivi un peu le protocole de la vidéo, donc bonjour, bien habillé, enfin tout au moins, essayer d'être poli, bien élevé, etc. C'est pas que je suis pas poli et bien élevé, c'est que ça correspondait pas à le côté farfelu de mon personnage dans la réalité. Donc, je voulais montrer au public de magiciens que je pouvais être autre chose qu'un pédagogue, que quelqu'un de très sérieux. Que tu étais un obsédé sexuel, plutôt. Que j'étais un peu dingue, voilà. Et donc, j'ai proposé à un photographe que j'ai rencontré dans un congrès de faire une photo de moi nu pour la couverture d'un magazine. Bien évidemment, il a refusé, ce photographe. Il s'est dit, mais t'es complètement dingue. Et puis, il s'appelait Zachary Bellamy. Et puis, le temps après, il m'a rappelé. Et il m'a dit, bon, allez, d'accord.
mais à la condition que tu gardes les photos pour toi. Alors je lui dis d'accord, pas de problème. Et 2 mois après, elle faisait la couverture du magazine de magie. Normal. D'accord. Et donc, Le magicien ose. Oui, c'est ça. Oui. Pas d'ose, le magicien d'ose, mais le magicien ose. Ouais, effectivement. Donc là, tu commences à être. Ça casse mon image de premier de la classe. Ouais, voilà. Et ça permet aux magiciens de découvrir déjà que le jeune professeur qui leur apprend la magie des pièces est peut-être un peu plus que ça. Il y avait déjà de l'humour dans la magie à l'époque ou c'était très strict les représentations Il y avait de l'humour dans la magie, mais dans la magie comique. Ah oui. Oui, d'accord. Voilà. Plus pour enfants. C'est ça, ou plus pour, on va dire, dans le thème magie comique. C'est-à-dire que dans les concours, tu avais Grande Illusion, magie pour enfants et magie comique, qui était une catégorie en soi. Après, je te cache pas qu'en France, on a toujours été extrêmement un peu classique en termes de magiciens, alors que les Anglais étaient déjà à des années-lumière de ce travail-là. Donc, tous les magiciens anglais, que ce soit Paul Daniels, qui sont déjà dans les années 70-80, des vedettes, avaient déjà franchi cette barrière. Et le côté protocolaire des magiciens français n'existe pas ni en Angleterre, ni aux États-Unis, où ils sont beaucoup plus libérés, ou complètement dingues, et beaucoup plus drôles. Donc tu casses un peu quand même les codes, en te disant les codes, on va dire visuels. Voilà. Ouais, voilà. J'ai envie d'être drôle, j'aime rire, donc je fais ça et je fais de l'humour aussi avec la magie. On se rend compte aujourd'hui que ça existe beaucoup. Il y a beaucoup de magiciens du coup qui font de l'humour avec la magie. Sur cette période, toi t'enchaînes du coup des événements privés, pas mal d'événements privés. Comment tu gagnes ta vie à cette époque-là ? En fait, à cette époque-là, le garçon que Jean-Charles Rosenberg, qui m'avait mon copain de Cuba, m'avait proposé de partir à Cuba, me dit, si tu veux, j'ai trouvé un plan à Saint-Tropez. Pas mal. Ouais. Saint-Tropez, déjà. Qui te permettrait de travailler au pourboire sur les plages. Alors, est-ce que ça t'intéresse ? Alors, je dis, oui, il me donne rendez-vous à Pâques pour aller à Saint-Tropez, me présenter tous les patrons de restaurants qui dirigent les plages, donc les bars et les restaurants de plage. Donc, je découvre la Voile Rouge, je découvre Moorea, cette plage magnifique, je découvre Tahiti, enfin, toutes ces petites plages très célèbres à Saint-Tropez, à Ramatuelle plus précisément, où Jean-Charles me présente et je vais travailler, du coup, c'est comme ça que je gagne essentiellement ma vie. Je travaille pendant toute la saison, 3 à 4 mois au pourboire, et avec l'argent que je gagne, je produis ensuite, en rentrant en octobre ou en novembre, des vidéos. Et ces vidéos, je les vends aux magiciens. Et l'année suivante, je recommence. Je retravaille à nouveau au pourboire pendant 3-4 mois en faisant de la magie, donc à des célébrités, à des gens de droite à gauche, qui eux également m'engagent pour leur soirée privée, leur anniversaire, me contactent durant l'année pour me dire « Tiens, David, viens à tel endroit, à New York, machin, à droite à gauche », pour faire des événements privés. Donc en fait, c'est une boucle qui tournait comme ça pendant 6-7 ans. Et chaque fois, l'argent était réutilisé pour produire et investir dans des vidéos de magie que je distribuais dans les magasins de magie. D'accord, mais alors ça veut dire que t'as rencontré pas mal de monde et pas mal de monde. T'as un agent ou tu gères ça tout seul à l'époque ? À l'époque, est-ce que tu as un agent qui s'occupe de toi ou tu es tout seul ? Des agents, non, j'ai pas d'agent. Il y a des agences artistiques qui nous engagent parfois, etc. Mais j'étais un peu outsider. En fait, comment t'expliquer ? J'avais été victime de ma petite notoriété pour les magiciens. Et comme j'étais devenu très célèbre pour les magiciens en France, les agences de spectacle ne me contactaient pas parce qu'elles pensaient que j'étais trop cher. Ah oui. Oui, parce qu'en fait, il y a toujours un problème, c'est qu'il y a des fois une différence de rapport entre ta notoriété et ce que tu es réellement, artistiquement. Ouais. Et moi, j'étais extrêmement connu quand j'étais plus jeune pour les magiciens, mais j'avais pas le niveau que leur regard m'accordait. Et donc, il fallait que je travaille comme un dingue pour essayer d'arriver à la hauteur de la notoriété que ça m'avait donnée, en fait. Ouais. Et je ne sais pas comment t'expliquer ça. Je pense que certains artistes peuvent vivre ce petit truc parfois, d'être plus célèbres qu'ils ne le méritent, en gros, presque, j'ai envie de dire. Et c'était un peu ça, mon cas. Mais que dans le milieu des magiciens,
dans le milieu des magiciens uniquement, ouais. puisque ces vidéos se vendaient à des milliers d'exemplaires. Ça n'existait pas en France à l'époque. Il y avait pas. Après, elles sont traduites en anglais, elles partent aux États-Unis, elles font un carton aux États-Unis, ces 2 cassettes. Et donc, on a vendu plus de 200 000 quand même. C'est pas mal pour des. Ah oui. Ah oui. Ah oui, c'est sûr. Ah bah oui. Pour de la cassette, c'est pas mal. Bah, c'est pas, là, après, c'est passé en DVD. Donc là, quand j'atteins ces chiffres, on est passé en DVD. Mais en cassette, non, ça se vendait beaucoup, beaucoup. Ouais, c'était vraiment. C'était vraiment une aventure de dingue, quoi. Donc Saint-Tropez. Mon producteur, à l'époque, d'ailleurs, était parti en voiture. Stéphane Jardonnet. J'ai toujours travaillé en binôme, moi. Ouais. J'ai toujours travaillé à 2 seul, j'ai jamais réussi. Donc à l'époque, c'était Stéphane Jardonnet. Après, ça a été Jean-Luc Bertrand. Et maintenant, c'est Jean-Baptiste Dumas. Ouais. Mais à l'époque, Stéphane Jardonnet traduit les cassettes en anglais. On les fait faire de manière professionnelle, etc. en France. Et lui, il part aux États-Unis avec rien, juste les cassettes qu'il fait imprimer là-bas. Il les met dans le coffre d'une voiture qu'il achète à Los Angeles. Et il part. Et il fait tous les États-Unis en voiture, magasin de magie, par magasin de magie, avec un livre, on avait un catalogue allemand qu'on avait trouvé qui répertoriait tous les magasins de magie du monde. Tu vois, et là, il part, mais il pouvait très bien arriver à une destination, le magasin, entre-temps, avait fermé. Ouais. Bien sûr, enfin, c'était un périple de dingue. Il part avec cette voiture qu'il achète, je crois, $2 000 aux États-Unis. Il traverse tous les États-Unis, mais vraiment en intégralité, tu vois. Et la voiture meurt, je crois, un peu plus loin que la Floride. La voiture. Mais entre-temps, il met 6 mois, quelque chose comme ça, entre-temps, les cassettes ont commencé à faire connaître énormément le personnage. Ouais. Et du coup, quand il arrive en Floride, il y a un très gros distributeur américain qui s'appelle Murphy's Magic, qui parvient à contacter Stéphane. Alors, je ne sais pas comment, c'est les premiers emails, c'est les machins. Ouais. Enfin, bref. Oui, on l'a vu, il est venu, très bien, il a dit qu'il allait aller dans tel magasin la semaine prochaine. Donc, Murphy's contacte le tel magasin. Quand ce mec va venir, dites-lui de nous appeler. Ça se passe comme ça à l'époque, c'est des cabines téléphoniques, t'as pas de portable. Alors, il finit par, et Murphy's lui dit, eh ben, on vous en prend 500, des cassettes, c'est parti. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, puis là, l'international. Ça fait boule de neige. Voilà, là, ça fait boule de neige, parce que Murphy's distribue ensuite dans le monde entier, dans 19 pays. Donc du coup, son pari était réussi. Ce que je prenais pour un farfelu, je croyais vraiment qu'il était un peu farfelu, ce type, mais il était, encore une fois, une ténacité de dingue, lui. C'est pareil. Il s'est dit qu'il va vendre les cassettes, il a tout vendu, il est parti, il n'avait plus une thune, il a traversé et est arrivé en Floride, sa voiture qui meurt, mais toutes ces cassettes qui commencent à décoller, quoi. Donc là, c'est le début un peu de ta renommée internationale auprès des magiciens. T'es toujours à Saint-Tropez pendant ce temps-là ? Ouais, je suis toujours à Saint-Tropez jusqu'en 2006. T'as une résidence à la Voile Rouge, c'est ça ? C'est ça, absolument, voilà. Et donc là, c'est vraiment, tu es employé par le lieu ou c'est Non, je ne suis pas employé par le lieu, je travaille au pourboire. Normalement, tu dois payer pour pouvoir travailler sur place. Ah ouais ? C'est toi qui payes pour bosser ? Oui, parce qu'en fait, c'est un petit peu comme si tu louais. Tu sais, il y a ceux qui vendent des maillots de bain. Et ils louent au restaurant leur emplacement. Voilà. Donc moi, techniquement, je devais louer mon emplacement, c'est-à-dire de pouvoir passer aux tables et bénéficier de cette clientèle prestigieuse. Parce que ceux qui sont aux tables, c'est Michael Jackson, Madonna, Bono. T'as fait des tours à qui ? Tous, quoi. Bruce Willis, toutes les vedettes passaient là tous les jours. À chaque fois, tu avais des princes, des machins, des trucs. Et tu devais faire genre, tu peux pas demander une photo. Déjà, t'as pas d'appareil photo. Il y a que le photographe qui se balade et puis ton portable, il a pas encore la fonction appareil photo. Ah ouais. De toute façon, donc tu vas pas faire de photos. Autographe à l'époque alors, non ? Non plus. Non. Tu demandes rien parce que tu dois rester pro. Tu les vois tous les jours. Ah oui. Donc tu t'en fous un peu, au bout d'un moment, on te dit juste, tiens, à 18h, il y a le staff de Madonna qui va arriver en hélicoptère, parce qu'il y a un héliport dans le restaurant, donc du coup, tu fais, ok, t'attends un peu, tu te dis, on doit attendre un petit peu, et puis finalement, ils viennent pas. Ah, merde, ils viendront demain. Enfin, ça se passe souvent comme ça. C'est toujours pareil aujourd'hui, Saint-Tropez n'a pas dû changer beaucoup, sauf que la clientèle a dû changer, tout simplement, mais les vedettes internationales ont toujours aimé ce lieu, parce qu'elles n'y sont pas embêtées. Voilà. Comme il y en a tellement, et puis c'était surprotégé aussi, le restaurant était
même si ça semblait être extrêmement bon enfant, etc., il y avait des gardes du corps partout. Donc, mais donc tu devais être super bien payé. Si c'était des stars, ils devaient te donner des billets de dingue à l'époque. Alors les vedettes, pas forcément. C'est pas eux qui payaient le plus, à vrai dire. Ah bon? Non, parce que beaucoup savaient même pas qu'il fallait payer, ou ils n'ont pas l'habitude de donner quelque chose en général. Pourtant, aux États-Unis, c'est souvent fait au tips. Oui, c'est dans oui, les mœurs. mais les vedettes ne sont habituées à recevoir. Donc c'est dans leur culture de donner des tips. Alors Saint-Tropez, oui, comme je te disais, les vedettes vont pas forcément te donner beaucoup de pourboire parce qu'ils ont plus l'habitude d'être chouchoutés. En revanche, oui, effectivement, la clientèle américaine, là, on est également en plein avènement d'Internet. Donc là, c'est la crise des 2000. On passe déjà de l'euro, du franc à l'euro. Donc ça veut dire que les mecs qui commencent à confondre 15 francs avec 15 euros, donc ils te donnent des billets c'est plus des billets de 20 francs que tu prends, c'est des billets de 20 euros. Et d'un seul coup... Et ouais. Ah oui, ça change. Ça change vachement. Ouais. Et puis, on est en pleine effervescence dans les années 2000 de la bulle immobilière, Internet, machin, enfin tout le bordel. Donc, tout le monde est un peu dingue. Donc, ils ont tendance un peu à donner beaucoup de pourboires, des trucs, des machins. Enfin, tu es capable de faire un tour de magie, on te donne $3000. C'est pas impossible. Voilà, c'est ça qu'il veut dire, quoi. Donc, tu es très riche à l'époque. Non, hélas, mais je suis très content d'être sur place. Ouais. Voilà. Ça te fait des belles rencontres et puis une expérience de dingue. Oui, voilà, c'est ça. J'ai fait des belles rencontres, des très très belles rencontres. Quand tu rentres dans le restaurant et que tu as Bono de YouTube qui se lève et qui t'appelle, il fait Hey David, come here. Ça veut dire, tu t'hallucines, quoi. Tu te dis, mais c'est juste incroyable, quoi. Et il t'a pas invité à son mariage ou à un événement privé après pour, Non, il ne m'a pas invité à un événement. T'en as fait pour je le voyais tous les ans, en fait, avec sa fille, avec The Edge. T'as pas des personnalités qui t'ont proposé de venir travailler pour eux Parfois, si, bien sûr, parfois. À droite, à gauche, mais j'ai surtout rencontré des clients plutôt... pas vraiment des personnalités, plutôt des chefs d'entreprise. Voilà, c'est surtout des gens qui travaillaient dans le domaine du transport maritime, des gens très fortunés, mais qui avaient de l'influence un peu à droite à gauche. Monsieur et Madame Spencer aussi, de Mark & Spencer, qui m'engageaient sur leurs événements privés, où là, tu te retrouves à travailler avec Robbie Williams, par exemple, qui lui est payé £1 million ce soir-là. Et là, toi, tu prends que 500 000. Donc, moins, moi, j'étais beaucoup, beaucoup moins payé, mais j'étais très content d'être avec, de croiser mon héros de l'époque, Robbie Williams. Non, c'était... une époque complètement dingue, assez farfelue, mais qu'il a fallu arrêter et j'en avais marre au bout d'un moment. En 2006, j'ai fait un burn-out complet à force de faire près de 50 tables par jour de magie. Ils étaient exigeants ? Oui, c'est assez difficile déjà. Puis même, il fait très chaud sur la plage, t'es pas forcément bien considéré. Les gens, à part quand Bono t'appelle et que là, tout le restaurant te regarde et se demande qui tu es. Forcément, quand tu vas arriver à la table suivante, tu vas pas être considéré de la même façon. Mais c'est pas le cas tous les jours. Donc il y en a beaucoup, tu dois reconquérir le public à chaque table. C'est un métier extrêmement difficile, d'autant plus que tu es au pourboire. Donc tu peux pas dire merci, à votre bon cœur. Ça marche pas comme ça. C'est dur. Tu vas plutôt être beaucoup plus subtil dans la manière de demander de l'argent, qui va pas toujours fonctionner, mais qui est extrêmement, qui t'apprend en fait à l'humilité. Et comme ma notoriété grandissait, ça devenait de plus en plus difficile pour moi de travailler au pourboire. C'était une école extrêmement enrichissante. J'entends en termes d'expérience humain, c'était difficile au bout d'un moment. Et puis, en même temps, à la même époque, je gagne un prix au championnat du monde. Donc, et je rencontre David Jarre, avec lequel je parle beaucoup. David Jarre, qui est un très bon magicien, et qui m'explique que... De la famille de Jean-Michel Jarre ? Oui, voilà, de la famille de Jean-Michel Jarre. C'est le fils de Charlotte Rampling et de Jean-Michel Jarre. Et David est un très, très bon magicien. Et David me dit que... on parle au cours de la discussion, on s'aperçoit que si je veux faire autre chose, si je veux aller ailleurs, il va falloir que je clôture, que j'arrête Saint-Tropez pour me lancer à fond dans autre chose. Et là, en l'occurrence, c'était faire des conférences dans le monde entier, profiter de la notoriété que j'avais acquis grâce au championnat du monde. Donc, pour essayer de venir... Et donc, je lâche totalement Saint-Tropez. Tu voulais pas faire de spectacle, monter un spectacle, David Stone non, toi, tu partais plutôt dans les conférences. En fait, encore une fois, j'entendais ma mère derrière me parler dans ma tête.
Parce que faire un spectacle, ça rapporte pas beaucoup d'argent, en général, alors que les conférences m'ont rapporté beaucoup. Et d'autant plus que les conférences, il n'y a que des magiciens, donc ils me connaissent. Là, je suis devenu plus ou moins célèbre avec cette... j'ai gagné un 3e prix au championnat du monde, donc du coup, tout le monde sait que tous les magiciens et tous les clubs de magie souhaitent te rencontrer. Donc ils t'appellent à droite à gauche, tu as des agents pour magiciens, pour conférenciers dans tous les pays. Donc je les contacte tous un par un, et je me retrouve à faire des tournées de 120 à 150 dates par an, dans tous les clubs de magie du monde entier. Donc, en gros, j'arrive dans une salle où il y a entre 20 et une centaine de magiciens. Je leur explique mes tours, et à la fin, je leur vends les notes de conférence ou certains tours de magie ou mes DVD à l'époque, mes vidéos, etc. Donc tu fais le tour et tu expliques comment il fonctionne. Tu fais le tour, ensuite tu l'expliques, ensuite tu en fais un autre, tu l'expliques, ensuite tu en fais un dernier, tu l'expliques pas. Et tu leur dis, celui-là, il est expliqué dans cette cassette. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, bref, en gros, je vulgarise, mais c'est grosso modo, c'est ça. Ouais. Donc, du coup, tu peux acheter les notes de conférence, mais également avoir le secret du tour qu'on t'a pas expliqué et que tu aimerais bien connaître également. Et donc là, je fais ça pendant une dizaine d'années. Et je m'éclate à faire ça, parce que j'adore faire des conférences. Et tu tournes, tu vois plein de pays. J'ai fait 19 pays, je suis allé partout. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Je te dis, l'année en 2012, j'ai fait 187 dates. Ah ouais, c'est énorme. Donc c'est beaucoup. Ouais, c'est vraiment. J'étais à Mexico, j'étais à Tokyo. Je me retrouve le même jour en prenant l'avion à Paris, et je repars ensuite pour Mexico. Donc en gros, j'ai vécu 3 samedis identiques, quoi. Le même 17, tac 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 tac. Tu te retrouves. C'était dingue. Ouais, c'était une vie, je pense, à 100 à l'heure. Est-ce que à cette époque-là, donc tu avais déjà sorti ton premier bouquin, les vrais secrets de la magie, Close Up. Oui. Alors je l'ai écrit, ouais. Tout à fait. Et tu avais déjà commencé à vendre des tours aussi, à commercialiser des tours, ou pas encore à ce moment-là? Alors oui, bien sûr, puisque donc déjà j'avais commencé par les cassettes. Ensuite, c'est devenu des DVD. Après, en 2000, on fait avec Yves Doumergue, on produit Quit Smoking. C'était une routine de cigarettes qui m'avait permis, entre autres, de gagner la Colombe d'Or. Ouais. Un numéro avec des cigarettes que tu allumes jamais. Donc, c'était très pratique pour les magiciens de pouvoir faire un numéro visuel avec des cigarettes que tu n'allumes jamais. Donc, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Et du coup, on fait le premier DVD de magie en France qui sort en 2000 ou 2001. Enfin, je ne sais plus, il n'y en avait pas beaucoup avant. Et j'avais donc ces produits-là. Et en dehors de ça, je commence à réfléchir à quelques tours de magie en plus avant. C'est-à-dire que le tour de magie, donc tu achètes l'accessoire qui va te permettre de réaliser le tour de cartes, en l'occurrence, la plupart du temps, que tu proposes aux magiciens. Et ça, je commence à les produire, encore une fois, avec l'argent gagné à Saint-Tropez. Donc, parce qu'après, c'est de la production quasi industrielle. Ouais. Voilà. Après, tu as des distributeurs américains qui t'en prennent 1000, 1500, tu leur vends à eux. Eux les redistribuent dans tous les magasins de magie du monde entier. Moi, je voulais pas m'embêter à vendre magasin par magasin. Donc, j'avais un distributeur en France, qui est connu, qui s'appelle HBM. Et après, Murphy's Magic, qui me suivait depuis... que Stéphane Chardonnay avait envahi les États-Unis avec les cassettes. Et je travaille toujours avec eux, 25 ans plus tard. Donc, du coup, eux, ils inondaient le marché asiatique et le marché américain de leur côté. Donc là, oui, je commençais Donc tu commences à commercialiser des tours à ce moment-là. Et c'est pour ça que les conférences commencent à être valables. Donc oui, j'ai envie de faire un spectacle, pour revenir à ta question. Mais à l'époque, je gagne tellement bien ma vie à faire des conférences, et surtout, je m'épanouis énormément, je m'éclate. T'arrives, t'es pris pour une star. C'est ça qui est super. Même si t'arrives dans une petite salle pourrie avec 25 mecs, ces types-là t'adorent. T'es dans ton monde. T'es dans ton monde complètement. Ils t'adulent. Certains pleurent quand ils t'en rencontrent pour la première fois. T'as des gens qui te font signer sur leurs bras. C'est des passionnés. Ce sont des magiciens passionnés qui t'ont peut-être découvert en cassette vidéo dans un magasin au fin fond de Taïwan, et qui te voient en vrai arriver donc à Taïwan pour une conférence où là t'as 200 mecs qui font la queue pour venir te rencontrer, et t'as un service d'ordre qui est obligé pour te prendre en photo, parce que ce sont des passionnés. Les magiciens sont des passionnés, sont des dingues. Et donc du coup, j'ai déjà vu des endroits où on faisait des conférences avec d'autres artistes européens, et t'as 2 étages de gens qui font la queue pour venir te voir. Donc, c'est juste parce que c'est un microcosme. Ouais. Donc je m'éclate et j'ai pas le temps de travailler un spectacle à Paris où j'aurai un investissement très lourd, où je vais avoir que des gens qui ne me connaissent pas.
et qui vont venir me voir pour... Il va falloir que tu te rends compte le capital notoriété que tu as d'un côté et le capital notoriété proche de zéro que j'ai avec le grand public. La donne n'est pas valable. Genre, je vois très bien ma mère déjà d'ici là, mais va travailler, gagner de l'argent plutôt que d'aller faire tes conneries de spectacle. Donc... Ouais, d'accord. Mais en fait, ce qui est dingue, ce que tu dis, c'est que t'as ce côté, t'as une énorme notoriété chez les magiciens, et ça veut dire que en France ou dans le grand public, dans ton pays, t'as pas cette reconnaissance, mais parce que déjà, t'as peut-être pas la médiatisation, mais en fait, tu t'en comptes toi que t'en as pas besoin parce que tu cartonnes ailleurs dans un monde qui te plaît, dans lequel tu es à l'aise. Absolument. Et peut-être que... Alors, t'as une frustration. Ouais, une très grosse frustration. Certainement. Mais t'es quand même, tu vois, comme tu me dis, t'as quand même du monde qui vient te voir. Oui, alors, c'est ça. Mais je l'ai... jusqu'en 2016, tout allait très bien. Je gagnais très bien ma vie, etc. C'était parfait. Sauf que... Il te manquait un truc. Il me manque un truc, voilà, il me manque un truc à chaque fois que je croise des gens qui me disent « Ah, t'as vu ce magicien à la télé, c'est incroyable, etc. » Et je regarde et le mec, je vois qu'il fait mon tour. Je fais, putain, mais... Oui, c'est ça. Bah oui. Et il est 10 fois plus connu que toi. Ouais. Tu vois, et donc tu me dis, mais... Ouais. Et en plus, il le fait pas forcément bien. Ouais. Tu ne pas tel que je l'ai expliqué. Ouais. Et donc là, ça me frustre un petit peu. Donc je crois qu'en réalité, j'ai presque envie de dire que c'est par orgueil que j'ai presque envie de travailler, de m'orienter vers le grand public. Sachant que c'est vrai et pas tout à fait vrai, puisque je m'aperçois en 2016, durant ma tournée, donc je faisais une tournée tous les 4 ans, en gros. Ça me prenait 1 an et demi pour faire le monde entier, on va dire. Et après, j'avais 2 ans et demi où je réinventais tous les nouveaux numéros pour préparer la conférence suivante. Donc tous les 4 ans, j'organisais une conf et je recontactais tous les agents qui, eux, m'organisaient une conf dans chaque pays. Dans les conférences, c'est que des numéros que tu as créés? Alors, c'est que des numéros que j'ai créés ou améliorés, voilà, ou achetés à un autre magicien. Ah, ok, d'accord. Par exemple, je peux très bien acheter un tour et le redistribuer, parce que ce magicien n'a pas ton capital notoriété. D'accord. Donc, du coup, tu fais la promo de son tour, tu l'achètes à un prix très bas, tu lui achètes à lui, et donc lui, il est content, parce que tu lui achètes directement à lui, et tu le revends ensuite au magicien. Donc, voilà, c'était un peu les deals. Okay. Et je m'aperçois en 2016 que jusqu'en 2016, de 2000 à 2016, toutes mes conférences étaient à bloc, à fond. Ouais. Il y avait toujours il manquait, les gens ne pouvaient pas rentrer. Magic Castle, Magic Circle, le plus grand cercle magique de Londres, il y a une quinzaine de gens qui sont refusés. Donc c'est énorme, il y a 500 places là-dedans. Donc et puis en 2016, je m'aperçois que il commence à y avoir des places. Il commence un tout petit peu à y avoir des places, etc., etc. Et avec l'avènement d'Internet, les plus jeunes, certains des plus jeunes ne me connaissent même pas. Ils ont leur propre héros. Ouais. Ils se sont créés leur propre modèle de jeunes qu'ils ont vus sur YouTube ou machin, etc. Donc, ils ont leur propre apprentissage, leur réseau d'apprentissage. Et moi, tout ce que j'avais créé, construit à travers des vidéos, certains même ne me connaissent, n'ont jamais même entendu mon nom. Je vois des jeunes qui disent « Ah, c'est génial ce que vous faites !» Et je me dis « Tiens, c'est curieux. En fait, je suis en train de perdre le fil. Ouais. » Malgré le fait que je sois... donc, en fait, je remplis maintenant à 80%. Ah ouais. Et donc, ça, plus ce petit orgueil où je me dis, mais merde, pourquoi à chaque fois que tu croises quelqu'un, c'est d'être magicien, c'est marrant, mais vous vous avez jamais vu et vous êtes connu. Et tu te dis dans ta tête, tu rentres là, par exemple, d'Allemagne, où tu as eu une standing ovation par 2000 mecs dans la salle, 2 magiciens, encore une fois. Donc, il y a ce conflit, en fait. Et en 2018, je crois que c'est Incroyable Talent qui me recontacte pour la énième fois, puisqu'il contacte tous les magiciens, c'est pas vrai seulement moi. C'est pas toi qui a... Non, c'est Incroyable Talent qui envoie ils contactent tout le monde, ils savent, ils connaissent. Les agents connaissaient David Stone, même les agents artistiques connaissaient tous. Donc ils voulaient un magicien. Quand ils voulaient un magicien, ils savaient, mais ils pouvaient pas m'engager parce que j'étais trop connu, donc ça les intéressait pas. J'allais prendre trop cher, même si c'était pas vrai. Mais voilà. Et les autres magiciens leur disaient non, lui il est pas accessible, c'est une vedette. Mais c'est une vedette pour eux. Oui. Ils ont pas conscience que je suis pas du tout une vedette pour le grand public. C'est ça. Dans la tête du magicien, ils se disent non, j'ai jamais engagé David Stone pour mon mariage, il est beaucoup trop cher. Mais si, merde, engage-moi. T'en sais rien. Demande au moins. Et donc voilà, t'avais ce conflit-là, et Incroyable Talent me contacte en 2018, et je me rappelle, il m'avait contacté plusieurs fois avant, mais j'avais même pas répondu, en fait. Et là, je leur réponds, non merci, ça m'intéresse pas, je vous avoue que j'ai pas les couilles pour ce genre d'émission. C'est Charlotte qui t'appelle ?
Charlotte, ouais, Charlotte. C'est Charlotte qui m'envoie un message et je lui dis, je vous avoue que j'ai pas vraiment les couilles pour ce genre d'émission. En plus, j'envoie le message et je prends un avion pour En toute humilité. En toute humilité. Ouais. Oui, c'est vrai, parce que je lui dis la vérité. Je lui dis, oui, voilà. Et t'avais peur de quoi? J'avais peur de... C'est un format d'émission qui est assez spécial, quand même, puisque tu dois, en 3-4 minutes, montrer un petit peu ce que tu sais faire. Et c'est pas possible de montrer correctement ce que tu sais faire en 3-4 minutes. Ça, n'importe quel artiste te le dira. Tu es obligé de je sais pas comment t'expliquer. C'est un petit peu comme si on demandait à un grand chef de nous faire vite fait un truc là. Le grand chef va dire je peux pas moi parce que j'ai mes œufs à, tu vois, il faut que ça monte la sauce. Et donc c'est un format un peu bâtard. Donc t'avais peur tu n'étais pas à l'aise dans ce format-là. Je suis pas à l'aise dans ce format-là et il y a une remise en question aussi. J'ai peur imagine qu'on te dise ah non vous êtes nul. Ah ouais. Et là tu te retrouves et tous tes clients, tous ces gens, tous ces milliers de magiciens qui t'adorent, qui te voient juger bêtement et qui te disent mais finalement il est pas aussi bon que ça. Et en fait ton petit conflit à l'intérieur de toi. T'avais pas confiance en toi? Non, j'ai pas. Alors que tu faisais le tour du monde et que tu faisais devant 500 personnes, des trucs. Ouais, mais il y avait toujours quand même avant d'atteindre ce que je t'expliquais tout à l'heure, avant d'atteindre le niveau de ma notoriété, il m'a fallu du temps. Tu vois, j'étais plus connu que je n'étais bon en réalité. Tout au moins, c'est vraiment le sentiment que j'avais, quoi. Et quand j'ai commencé à atteindre cette zénitude, me dire ça y est, je mérite enfin les applaudissements qu'ils me donnent parce que avant ou plutôt, je sais pas comment t'expliquer. J'avais vraiment l'impression qu'ils se trompaient, qu'ils admiraient un mec qui n'était pas aussi bon qu'il ne l'était en réalité. Le syndrome de l'imposteur, le fameux. C'est possible. Ouais. Alors que quand même, tu créais des tours que les mecs faisaient partout dans le monde. Oui, et oui, c'est fou quand même de vrai, toujours se remettre en question, alors que tu avais assis une légitimité dans le monde de la magie et tu pouvais très bien aller sur la scène d'Incroyable Talent et cartonner. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Mais donc, oui, voilà, mais encore une fois, je ne suis pas allé tout seul. J'étais entouré, je me suis entouré. Mais donc, quand ils te rappellent, tu dis non, tu redis non. Alors, je leur dis non, je leur envoie un message, je leur dis non, et je prends un avion, je me rappelle, et puis quand j'ai atterri en Allemagne, mon téléphone n'est pas branché sur le réseau de la 4G ou de la 3G, je ne sais pas quoi, et je m'aperçois que le message n'est pas parti en fait. Et du coup, je me dis, tiens, je vais demander à mes copains, je vais demander à Antonio, je vais demander aux Twins, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce que je devrais faire. Parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant, ce message, il n'est pas parti. Oui, parce qu'eux avaient fait l'émission. Ils avaient fait l'émission avant. Et je leur demande, et ils m'encouragent, ils me disent, mais vas-y, fonce, vas-y. Et comme tout ça se bouscule dans ma tête, 2016, où je me dis, tiens, je commence à être un peu moins connu, ou tout au moins, il n'y a plus les cris d'hystérie quand j'arrive qu'il y avait dans les années 2000. Ouais. C'est pas pareil. Tu te dis, c'est peut-être le bon moment. C'est peut-être le bon moment de te remettre en question et de travailler le grand public. Ça va être on va dire, le challenge est beaucoup plus gros. Ouais. Mais peut-être que c'est maintenant ou jamais, on va dire. Surtout que là, voilà, c'est pas à 80 ans que je vais m'occuper de ça. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc du coup, Antonio m'encourage, les Twins m'encouragent, et je me dis allez, on va essayer, on va tenter le coup. Et je bosse du coup avec JB, donc là maintenant c'est avec JB Dumas, et avec JB on monte des numéros qui vont. Vous étiez déjà potes avant, vous vous connaissiez avant de bosser ensemble? Alors oui, on s'était croisés une fois ou deux visiblement dans les années 2000, mais on s'était pas vraiment. On n'avait pas. On avait dû être dans les mêmes lieux au même moment, on va dire. Et puis après, on s'est retrouvés en Chine pendant une de mes conférences, en 2014 ou 2013 ou 2012. Ouais, 2012, je crois. Durant ma tournée de taré, là. Quand j'ai fait mon truc, j'ai dû me retrouver à Hangzhou à un moment donné. Et j'ai croisé JB, qui travaillait pour les magiciens chinois en tant que consultant. Et on a sympathisé. Et quand il est revenu à Paris en 2014, il était resté 7 ans à Shanghai. Il a décidé de rentrer en France. Et là, on s'est recontacté et on a décidé de travailler ensemble. Comme il n'avait pas, de toute façon, il n'avait plus on va dire, de pied à terre direct il n'avait plus d'artistes avec qui travailler. Il retrouve au bout de 7 ans, tout bien. Donc on a décidé de bosser ensemble. Et puis. Et donc vous montez un numéro pour La France a un incroyable talent. On monte un numéro un peu dingue à base de carottes, je sais plus quoi, pour Incroyable Talent. Et alors c'est marrant parce qu'ils sont venus voir mon spectacle au Double Fond, ils ont adoré le spectacle, mais ils n'ont rien voulu récupérer. Parce que tu as beaucoup de contraintes. Tu peux pas avoir de cigarettes, tu peux pas avoir de bouteilles, tu peux pas avoir d'alcool. Il y a plein de trucs que tu peux pas faire. Et dans mon spectacle, c'est extrêmement c'est varié. Et puis tu peux pas surtout refaire des tours qui ont déjà été faits. Donc il fallait créer un nouveau numéro. Voilà, il faut créer un nouveau truc. Donc les contraintes sont assez contraignantes. Et donc je passe quand même le casting.
Je fais le casting où je leur fais plusieurs tours. Et à la fin du casting, je leur dis « Ah bah tiens, j'ai une connerie que j'ai travaillé hier soir, la veille. » Donc c'est les fameuses... c'était pas avec une carotte, là c'est avec une banane. Je le fais avec une banane. Et je lui dis « Dis-moi une carte au hasard, n'importe laquelle. » Et je casse la banane et il y a la carte à l'intérieur. Et c'est celui-là qu'ils ont retenu. Le tour que je n'ai pas du tout préparé. Quoi. Je leur dis juste « Tiens, en fait, hier soir, on a eu l'idée de... » Ouais. Et de la banane, c'est passé à la carotte. Alors, on s'est fait engueuler. Ah non, c'était une banane au début, etc. Mais bon, une fois qu'ils aiment un truc, pour leur faire lâcher le bout, laisse tomber, quoi. Et puis voilà. Et donc, tu te retrouves jusqu'à la finale ? Je me retrouve jusqu'à la finale. Donc là, c'est un peu dingue, à vrai dire. Ouais. Puisqu'on contrôle plus trop bien les trucs à ce moment-là. Mais du coup, Éric-Antoine te connaissait avant de nom, du coup, parce que Eric avait tous les magiciens, mes tours, mais oui, bien sûr. Tous les magiciens te connaissaient, donc c'est ça qui était dingue, c'est que tu te retrouvais face à un mec qui enfin pouvait te donner ta chance, et qui te connaissait déjà, et qui avait déjà certainement une admiration pour toi. Certainement, oui. Et donc, j'avais connu déjà Éric-Antoine, j'avais connu. Et Eric il travaillait pour un copain à moi quand je l'ai connu. Il était secrétaire de mon meilleur ami, à vrai dire, Damien Bertrand. Et Damien Bertrand avait une société de magie qui s'appelait Joseph Magic Media, et Eric était engagé, il travaillait avec Damien pour, je sais plus, ils travaillaient ensemble dans des dossiers de magie particuliers, et il faisait également des spectacles avec Damien, et Damien est d'ailleurs le premier à avoir produit Éric-Antoine. Damien Bertrand a produit Eric, c'est lui qui l'a emmené faire Incroyable Talent, Damien. Oui, c'est vrai qu'il a fait aussi Talent. Il l'a emmené faire Incroyable Talent, il l'a encouragé, etc. Après, Eric a cartonné l'histoire à succès que l'on connaît aujourd'hui. Mais oui, la première fois que j'ai rencontré Eric, il travaillait pour un pote à moi. Donc il te connaissait, il te voit arriver, il était content de te voir. Ça, oui, il est extrêmement généreux. Donc c'est vraiment un garçon qui aime beaucoup la magie et qui est vraiment dans la bienfait, il est bienfaisant. Voilà, c'est vraiment. Oui, il y a de la bienveillance. Voilà, tout à fait. Ouais. Mais c'est ce qu'on ressent, c'est ce qu'on ressentait dans l'émission. Mais t'arrives quand même jusqu'en finale. Nous, en tant que, enfin, moi je dis nous, mais bon, je pense aussi à tous les autres passionnés de magie. On est content de voir un magicien arriver en finale. Oui. Français, on se dit yes. Et à chaque fois, ça l'a fait aussi pour Clec, où tu te dis putain. C'est toujours un truc de chant ou de danse qui gagne. Ça me connaît. C'est comme Marcobi cette année qui est arrivé il arrive en finale, je crois. Oui, il a fait la finale. Et tu dis pareil, t'es à ça, et non, les gens mettent de côté la magie, ne votent pas pour la magie. Moi, ça me rend dingue à chaque fois de me dire, putain, mais votez, au moins, laissez la chance à un mec. Ils l'ont fait qu'Antonio, Antonio a gagné. Donc, après, c'est très rare quand même, tu vois. C'est rare, c'est vrai. Il y a eu des mais peut-être que les danseurs se disent la même chose. Peut-être que les danseurs se disent merde. Peut-être que cette année je sais pas. Quand tu regardes bien, après d'un coup t'as un chanteur, un coup t'as un danseur, après t'as un mec qui fait de l'acrobatie, après t'as un magicien. Peut-être que cette frustration, d'autres la vivent de la même façon. Je trouve que ça reste des choses qu'on a un peu déjà vues. Bon, alors je suis peut-être pas tout à fait objectif dans ce que je dis parce que j'adore la magie, mais voilà, comme forcément t'es passionné, t'as un prisme qui fait que quand t'arrives avec un concept comme Clé Cantos, t'arrives en finale, tu dis, je suis désolé, ça vaut le coup quand même de gagner, tu vois, de laisser la place à ce projet artistique et. Disons que honnêtement, quand tu gagnes l'émission, quand tu arrives en finale, pour moi, tu as déjà gagné dans ma tête. Oui, c'est sûr. Parce qu'en termes de notoriété, après, effectivement, la personne va être beaucoup plus propulsée. Mais hormis les 100 000 euros, je vois pas trop de différence parce qu'il y a des artistes qui ont gagné l'émission dont on n'entend pas forcément parler maintenant aujourd'hui. Ceux qui ont gagné d'ailleurs, je crois, à ta saison, à la saison de Clec. Je crois qu'on n'entend plus parler. Je sais pas. Ils ont sans doute peut-être leur truc, c'est possible, mais en tout cas, ils n'ont pas leurs affiches dans le métro partout. Là, ça fait 7 mois qu'on a joué à Paris. 7 mois, un spectacle de magie. C'est quand même incroyable. Oui, donc le message, c'est en fait, on n'a pas. Mais c'est comme les émissions télécrochées. Tu vois, la Star Academy, tu vas avoir le gagnant. Mais pas forcément celui qui gagne, qui va faire carrière. Tu peux faire une carrière quand même à côté. Après, il faut savoir. Moi, j'ai pris ça comme un tremplin, comme une remise en question et comme un désir d'aller au-delà de mes peurs, d'essayer de gagner le cœur du grand public avec ma personnalité et ma magie. Voilà, ça y est, là, le pas est fait, en tout cas. Donc, en 2018, sur ton premier passage de La France a un incroyable talent, sous le nom David Stone, t'accèdes à la finale. Ça change quoi pour toi, à ce moment-là, dans ta vie ? Alors, ça m'a
Déjà, j'ai découvert l'univers de la télé que je connaissais pas. Ouais. J'avais fait des télés à Des droite à petits gauche, passages, mais ouais. c'était pas avec le même truc. J'ai découvert que il ne me restait plus beaucoup d'argent, hein, puisque j'avais tout cramé. Ah ouais. Pour faire ces émissions, il faut faire que ça. Faut cramer de l'argent? Oui, parce que tu inventes des tours, tu cherches des idées, donc tu achètes plein de trucs, tu dépenses, tu fabriques des trucs, des machins, et on te dit ah non, ça nous plaît pas, ah non, ça c'est pas bien, etc. Ils te payent pas à l'émission, hein, bien sûr. Donc du coup, on a dépensé énormément, et d'énergie et d'argent, et on a fait que ça. J'ai refusé tous les galas, les spectacles, les conférences, tout, pour pouvoir me concentrer uniquement à ça. C'était du 24 heures sur 24. Donc pour arriver en finale, il n'y a pas de secret. Tu dois te défoncer. Tu dois faire que ça et penser que ça pour essayer d'être à la fois stratège, pour que les équipes aient envie de te garder, de demander de revenir, etc. Et également essayer de produire des choses originales. Donc, et essayer d'être à la hauteur, de pas décevoir également le grand public, mais également les magiciens. Et ceux qui te suivent déjà. Ouais. C'est ça, ceux qui te suivent déjà. Donc, faut surprendre encore. Donc ça a été énormément de travail, et donc ça a été 8 mois en fait, on a passé à faire que ça. Donc forcément, comme tu refuses tous les galas, tous les trucs, tous les machins qui vont me sortir de ma manière de réfléchir à faire uniquement cette émission, forcément tu crames un peu tout. Mais au final, t'es content, t'es très satisfait, etc. Mais j'ai pas eu tant de... Alors mon spectacle à Paris, forcément, au Double Fond, les gens sont beaucoup plus venus me voir et ça a créé, on va dire, un intérêt du grand public. Mais ça s'est très rapidement étiolé. Et quand j'ai contacté les producteurs à Paris dans le but de produire mon spectacle, aucun ne m'a répondu. Ah ouais? Les gens n'étaient pas intéressés. Mais ils te disaient quoi? Non merci Bon, on te répondait pas, tout simplement. On te répondait pas. C'est dingue, parce que t'arrivais quand même avec... un gros support média, tu dis voilà, je viens de faire la finale. C'est dingue quand même ce que tu me dis. Que les mecs, ils se disent pas, on va miser dessus. Pourquoi? Je sais pas. Ça nous a un peu surpris avec JB. On n'a pas compris pourquoi personne ne voulait croire en ce personnage de Stone. Et du coup... On a fait après une émission de télé aux États-Unis en 2020, Full Us, avec Penn and Teller. Ouais. Penn and Teller. J'en ai beaucoup entendu parler de cette émission, j'ai vu des vidéos, c'est vraiment un gros truc, c'est très réputé. C'est pas, en termes de visibilité, pas tant que ça, non, c'est surtout regardé sur Internet, mais c'est une chaîne câblée privée, donc forcément, c'est pas non plus... mais c'est très réputé pour les magiciens. Voilà. En tout cas, les magiciens regardent et les amateurs de magie. C'est pas sur genre une énorme chaîne aux États-Unis? Non, c'est pas une énorme chaîne aux États-Unis, mais c'est une câblée. Donc, c'est comme W9 ici ou toute proportion gardée, c'est forcément gros parce qu'il y a beaucoup d'Américains. Mais oui, ça a l'air d'être une comparé à NBC, c'est ridicule. Quoi. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Dans tous les cas. C'est une émission qui est très prestigieuse, donc on fait ça. Ça nous redonne un peu du baume au cœur, on va dire. Et ensuite, juste après, arrive le Covid. Donc, moi, je commençais à me remettre dans les tournées de conférences parce qu'il fallait que je récupère un peu d'argent. Donc, tu jouais déjà ton spectacle au Double Fond? Je jouais mon spectacle au Double Fond. Je l'avais joué à partir de 2017, lorsque j'ai vu que Alexandra et Dominique Duvivier m'ont dit « Tiens, David, est-ce que ça t'intéresse de jouer ton spectacle à Paris ?» Alors, une fois par mois... J'ai dû avoir une dizaine de dates la première année. Une fois par mois, je jouais mon spectacle en 2017, pareil en 2018. Et puis après, quand on a eu Incroyable Talent, je suis passé à 2 fois par mois. Ok. Après 2-3 fois. Alors, pour ceux qui connaissent pas, donc le Double Fond, c'est un café-théâtre qui est à Paris, qui est l'antre de la magie à Paris. Ouais, c'est ça, qui est pour les passionnés de magie vraiment un lieu très sympa où on peut venir boire un verre, avoir des tours de magie à table et donc voir des spectacles dans une cave. Absolument. C'est vrai que c'est l'originalité du lieu aussi qui fait que Dominique a dû se dire il y a quelques années, en fait, je vais monter un truc là-dedans. Enfin, moi, j'adore l'esprit de cette salle. Il y a très peu je crois que c'est 50 places. 50 places, c'est ça. Voilà. Donc moi je suis venu voir ton spectacle plusieurs fois déjà. Et c'est vrai que il y a j'ai amené ma mère, j'ai amené des potes, j'ai vraiment amené tout. J'ai dit il faut aller voir le spectacle parce que je trouve que cet esprit de magie rapproché de close-up est hyper intéressant pour ceux qui écoutent, qui sont jamais allés. Allez-y faire un tour, au moins voir le spectacle de David là-bas parce que c'est très près en fait. On te voit, mais t'es à même pas 1 mètre du public. Donc c'est un vrai show de close-up.
t'as pas la proximité sur une grande scène, par exemple, avec Clegg, tu n'as pas cette proximité avec le personnage. Donc là, le spectacle est quand même vachement intéressant. Donc tu le joues depuis combien de temps, ce spectacle, Stone passe à table? On a commencé en 2018. Voilà, et du coup, mais après, bon, encore une fois, c'est qu'une fois par mois, donc c'était pas vraiment beaucoup. Ça a vraiment démarré après Incroyable Talent, où j'avais un peu plus de dates. En fait, Dominique et Alexandra t'ont donné ta chance tout de suite et t'ont dit, nous, tu viens chez nous, tu joues chez nous. C'est ça. Ce que les autres ont refusé de faire. Et tout à fait, voilà. Ils m'ont proposé juste en 2017, avant même. C'est eux qui m'ont encouragé. Ils m'ont dit, essaye de voir le grand public, parce que tu as vu, ça correspond à peu près à la même date, 2016, où j'ai une certaine remise en question, où je m'aperçois que j'ai beaucoup moins de monde qui viennent me voir, enfin, un peu moins de monde qui viennent me voir à mes conférences. Donc, c'est eux qui m'ont proposé vraiment d'avoir une vitrine à Paris. Ouais, ça c'est super. C'est carrément génial. Donc, du coup, je voulais être à la hauteur déjà de cette gentillesse qu'ils m'accordaient et de cette opportunité. Et ensuite, et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai accepté de faire Incroyable Talent, puisque c'était logique. Au moins, j'avais quelque chose à vendre, cette fois. Venez voir mon spectacle. Ah oui. Autre que, même s'il n'était pas joué tous les jours, on va dire, c'était une raison en plus d'accepter de faire cette émission. Et puis ça donnait l'occasion aux gens de venir te voir en vrai aussi, de voir ton spectacle, de te découvrir en fait. Et découvrir en plus des tours qu'ils n'ont pas vus à la télé. J'invitais les producteurs, mais bon, ça les intéressait pas non plus. Ah, mais c'est dingue. Etc. Jusqu'à ce qu'on produise Clegg. En gros, c'est ça qui est dingue, quoi. Donc, c'est là où j'allais en venir, puisque après on te rappelle, donc l'équipe de la France a un Incroyable Talent te rappelle en disant, tiens, tu voudrais pas revenir, mais c'est à cause du Covid. Sous un personnage. La majorité des artistes européens ne pouvaient plus venir. Ouais. Donc, ils étaient interdits de voyage ou en fonction des restrictions sanitaires dépendantes de chaque pays, ils avaient des problèmes. Donc, ils avaient peur qu'au dernier moment, les artistes les plantent, etc. Donc, ils me demandent si je veux revenir. Mais pas sous David Stone. Mais pas sous... Bah oui. Déjà, ils me proposent, est-ce que tu veux revenir ? Non, ça m'intéresse pas. Pourquoi pas, voilà, ça m'intéresse pas, il y en a d'autres qui pourraient, hein. Et puis parce que c'est trop de travail et j'ai vu que ça m'avait pas apporté grand chose. Oui, c'est ça, t'avais le recul déjà. Voilà, donc ça m'avait juste pris du temps et de l'argent. Voilà. Donc, et ça m'avait coûté beaucoup d'argent en fait, surtout. Donc je leur dis non, et puis ils me disent, mais pourquoi tu reviens pas masqué comme Mark Spellman, ce magicien anglais qui a fait Britain Got Talent avec un masque, etc., et on s'aperçoit à la fin de la saison que c'est lui. Je lui dis non, ça m'intéresse vraiment pas, parce que j'avais bien aimé ce que Mark Spellman avait proposé, mais bon, je me voyais pas du tout. Et j'en parle à JB, qui lui, avec son habituel caractère de contrariété, lui, il trouve ça marrant. Il dit, tiens, pourquoi pas, ce serait drôle. Mais ce serait intéressant de proposer quelque chose de différent, qui va à l'extrême inverse de ce que David Stone ferait. Et c'est-à-dire, c'est pas le genre idéal sympa, ça va être le mec qui est méchant, c'est pas un type qui va faire des tours rigolos, c'est un type qui va faire du mentalisme, etc., etc. Et on part sur le thème de l'horreur avec JB, ou tout au moins du thriller. Voilà, c'est plus ça le vrai thème de l'ambiance thriller. Ouais, très dark, sombre. Toi qui étais fan de films d'horreur, tu te retrouves... Voilà, c'est là où cette boucle revient, c'est ça qui est curieux, cette première chose, cette prémisse qui m'attirait quand j'étais enfant, d'un seul coup, prend tout son sens, maintenant. Et les études de philo que j'ai faites prennent tout leur sens, puisque tous les textes de Clegg sont écrits de manière avec un message philosophique. Mes cours de français, que là je vais pouvoir glisser, le cinéma que j'ai toujours voulu pratiquer, que j'ai pratiqué pendant des années, j'ai fait donc on n'en a pas parlé, mais j'ai pris les cours à l'école, au studio Pygmalion pendant 2 ans et demi, donc c'est 5 jours par semaine, 5 heures par jour. J'ai joué dans une trentaine de courts-métrages, j'ai joué dans plusieurs films. Donc bref, mais le cinéma étant ma passion, là j'interprète un rôle complètement. Donc en gros, tous les cubes de mon enfance ou de tout ce que j'ai voulu faire s'assemblent d'un coup pour créer un personnage. Donc l'écriture, le maquillage, l'horreur, le jeu d'acteur, tout s'assemble. Et pour créer ce personnage, Clegg, qui devient environ 1 milliard de fois plus connu que moi en seulement quelques semaines. C'est ça qui est dingue. Moi, j'ai passé 20 ans. Je passe 20 ans à tenter de me faire connaître en tant que David Stone. J'ai pas passé 20 ans auprès du grand public, c'est pas vrai, puisque j'étais pas attiré par ça, mais depuis
incroyable talent. Il faut dire que je me suis battu pour essayer de me faire connaître et tout le monde s'en foutait. Et là, par contre, les producteurs affluent. Mais alors, ce qui est fou, donc tu fais ces passages. Nous, on découvre ça à la télé. On se dit, c'est brillant, c'est beau, c'est nouveau. Voilà. Alors, effectivement, tu le disais, ça existait déjà à l'étranger, mais en France, on n'avait jamais vu ça. Et le truc, moi, j'ai une vraie question. Pourquoi est-ce que c'est une demande de la prod de te révéler ou est-ce que c'est toi qui as décidé de te révéler ? Alors, pourquoi ne pas laisser le personnage tel qu'il était ? En fait, ça a été, pour être honnête, un petit peu des deux. Il faut savoir que quand on crée le personnage, donc là, on doit faire juste l'audition. C'est-à-dire qu'on doit surprendre Hélène, Eric, Marianne et Samy. On doit juste les surprendre. On pense même pas qu'on va aller en demi-finale. On pense juste qu'on va essayer de faire un truc sympa, rigolo, qui va fonctionner. On l'espère, encore une fois. On dit à la prod, si jamais ça marche pas, 1, on sait pas que c'est moi, et 2, vous diffusez pas. C'est tout. Ou si tu vois ce que vous pouvez diffuser, mais on dit pas que c'est moi. Et ils sont bienveillants en France, en tout cas. Ils le sont quand tu négocies bien avec eux, quand tu leur expliques bien tes problèmes. Ils sont pas, c'est pas des salauds tels qu'on entend parler. Parfois, non, ils peuvent être à l'écoute. Tu leur expliques bien ton propos. Et du coup, on s'attend pas du tout à avoir ce succès. On pensait que ça allait faire rire et c'était marrant, etc. Mais on pense même pas aller en demi-finale, donc on s'en fout un peu. Donc moi et JB et la prod, on leur dit, ils nous demandent, et si jamais il faut vous révéler, si jamais ça marche, bah oui, pourquoi pas. On s'en fout, puisque le personnage n'a pas de vie encore, il n'existe pas. Au moment où on a tourné les émissions, elles n'ont pas encore été diffusées. Donc quand on parle de ça, on tourne par exemple l'audition. Ensuite, on va tourner la demi-finale. Et entre-temps, il y a très peu de temps entre la demi-finale et la finale, parce que c'est le Covid, les machins, etc. Bon, il y a un tas de rétriques. T'as pas trop le temps de réfléchir, à vrai dire. Et quand on avait fait l'audition, on nous avait dit, est-ce que vous voudriez bien vous révéler ? Mais toi, dans le contexte de l'époque, l'objectif à l'époque, c'est d'essayer de faire connaître David Stone au maximum. Donc tu dis, ok, oui, bien sûr. Oui, pourquoi pas, je m'en fous. Ça n'avait pas vocation à faire quelque chose avec ce personnage de Clay Absolument Cantos. pas. On voulait juste dire, bien évidemment, pourquoi pas, ce serait encore génial. Ça va mettre enfin David Stone à la lumière et peut-être que ces foutus producteurs vont enfin peut-être s'intéresser au bonhomme. Donc, on pense pas que le public va tomber dingue du personnage. Bon, là, tu es encore dans la période où il te dit le public va aimer l'acteur qui incarne ce personnage. Mais le public s'en fout complètement de qui est derrière Clay. C'est comme Spider-Man, ils aiment le super-héros. Comme Bruce Wayne avec Batman, ils préfèrent Batman, quoi. C'est ça, voilà. Et que ce soit un tel qui l'interprète ou un tel qui interprète, ils s'en foutent un peu. Ils voient juste le personnage. Donc, du coup, aurais fait autrement à la réflexion ? Alors, t'aurais oui, bien évidemment. À la réflexion, j'aurais refusé de faire la révélation finale, sachant que, je t'en ai parlé tout à l'heure, on n'arrive pas en finale par accident, donc il faut établir un peu une stratégie, y compris avec l'équipe avec laquelle tu vas travailler. C'est-à-dire que à ce moment-là, je leur dis, par exemple, pour les intéresser, pour essayer d'aller en demi-finale, quand tu es en tant que magicien, je leur montre ce que je fais en audition, mais je leur dis, et si vous voulez, je peux faire ça, ça, ça et ça. Et imaginez qu'on fasse ça avec un tel. Tu leur donnes des pistes. D'accord. Et donc, ils se disent, c'est génial. Alors que tu as un autre magicien qui va être très bon, mais qui ne va pas leur proposer toutes ces... Ils n'ont pas forcément d'imagination, ce sont des producteurs. Ce sont donc des gens ou des producteurs exécutifs ou des directeurs de casting. C'est-à-dire qu'ils ont vu beaucoup de choses, mais ils n'ont pas forcément la capacité de se dire que toi, tu es capable de les faire. Donc, je leur donne des pistes et ils se disent, oui, lui, il est bon, il est très bon, mais l'autre, il est moins bon. Mais par contre, il peut faire ça, ça et ça. Donc, il est vachement plus valable à mettre en demi-finale. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, c'est ce qu'on a fait avec Clay. Lorsqu'ils nous disent, vous voudriez bien venir, est-ce que ça vous intéresserait de vous révéler ? Pourquoi pas ? Donc, imagine dans leur tête de producteurs, ils se disent, mais on peut vendre le personnage masqué, qu'on va vous révéler. Avec d'autres personnalités. Voilà, exactement. Donc, dans leur tête, c'est vachement plus croustillant que juste un type, voilà. Et nous, comme on n'a pas conscience que le personnage va cartonner, voilà. Aujourd'hui, avec le recul, bien évidemment, non, je refuserais. C'est la raison pour laquelle, dans les autres émissions de télé qu'on fait en ce moment,
on révèle jamais le personnage, même quand il nous le demande. Et d'ailleurs, je pense qu'une partie du grand public ne sait pas qui est derrière, encore aujourd'hui. Absolument. Et puis, c'est pas toujours moi, c'est ça qu'il faut savoir. C'est ça qui est génial. Bah non, c'est qu'on a formé un autre comédien, avec lequel on va... Voilà. Et on espère pouvoir le faire dans plusieurs pays. Donc, oui, évidemment. Bah oui, c'est tout l'intérêt d'avoir un magicien masqué. Ouais. Comme les Daft Punk à l'époque. Oui, non, mais c'est vrai. Mais oui, parce que qui va savoir qui est derrière le. C'est ça. Donc tu peux très bien la voix, même si c'est une voix enregistrée, c'est pas en direct. Donc ma voix étant enregistrée, j'ai déjà joué en roumain, j'ai joué en slovaque, j'ai joué en italien, alors que je parle pas du tout ces langues. Ouais. Mais je peux très bien former un comédien italien et hop. Enfin là, il faut un comédien magicien. Parce qu'il y a quand même des techniques, non ? Oui, mais pas forcément. D'accord. Pas forcément. Mais je préférerais un comédien, parce que le comédien va être plus à l'écoute et va être moins stéréotypé avec un magicien qui va avoir ses propres codes et surtout qui va avoir son ego de vouloir améliorer les choses. Ouais. Ça m'intéresse moins, alors qu'un comédien, il va juste faire ce que je vais lui expliquer et il va suivre le protocole. Il va pas apporter cette touche qui est pas forcément utile à Clec, parce que les magiciens sont pas forcément comédiens. Alors que les comédiens sont capables d'interpréter la magie. Oui, c'est vrai, ouais. Tu vois, un comédien pourra jouer le rôle d'un magicien. Mais un magicien n'est pas forcément comédien. Donc, toi, l'idée, c'est vraiment d'exporter le personnage et donc de travailler avec un autre comédien. Là, vous avez déjà commencé à... Oui, on a déjà réfléchir, chercher les castings, des gens. Ah, mais tu n'as pas encore le comédien. Pas encore le comédien. Parce qu'il faut quelqu'un qui fasse sa taille. Mais, pas forcément ma taille, mais tout au moins pas loin. Mais on a déjà créé des masques pour pouvoir mettre sur le visage de quelqu'un afin que ça reproduise exactement la même physionomie que moi derrière le masque. On a déjà travaillé sur différents profils d'acteurs qu'on pourrait prendre. Après, il faudra réfléchir sur d'autres problèmes, notamment de logistique et de production, des choses qui vont me dépasser très certainement. Mais là, sur scène, ça a toujours été toi, en tout cas pour le moment. Oui. C'est toi qui as interprété, qui as joué tous les spectacles. Et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, c'est les gens, lorsqu'on a révélé le personnage, forcément, ça a propulsé un peu, on va dire moi, en tant que David Stone, sous les feux de la rampe. Mais tu t'aperçois très rapidement que les gens qui viennent te voir, ils t'appellent Clec. Ils viennent. Il n'y a plus de Stone, il n'y a plus rien. Toi, tu le vis comment, ça ? Est-ce que tu t'es résigné au truc et tu te dis, en fait, c'est comme ça ? À l'époque, je le vis bizarrement. À l'époque, en fait, c'est juste après la diffusion de la demi-finale où là, d'un seul coup, on se retrouve avec des millions de vues sur Facebook. Je crois qu'on n'est pas loin de 75 ou 66 millions de vues. Et là, on voit l'impact du truc et ça nous dépasse un peu tous les deux. Et le soir même de la diffusion d'M6, les producteurs commencent déjà à nous contacter. D'ailleurs, le premier producteur qui nous a contactés, et c'est celui avec lequel je suis actuellement, qui est Pascal Guillaume, qui est de Qui m'aime me suivre, qui est un grand producteur français. Je reçois tellement de messages que limite, tu dois faire un choix. Ça passe à la trappe, à vrai dire, tout ça. Oui. Je les vois sans les regarder. Surtout que c'est pas les genres de producteurs qui vont te dire, te faire toute une... Lui, c'était une ligne. Si vous désiriez être accompagné, n'hésitez pas à nous contacter. Point. Voilà. Et donc, c'était pas voilà. C'est seulement presque un an après que j'ai recontacté, parce que j'avais plus le temps, j'ai reçu tellement de messages que quand on était à America Got Talent et qu'on était en confinement, on avait 15 jours, là j'ai pris le temps de relire tous les messages que j'avais reçus, les milliers de messages que j'avais reçus. Je me suis tapé. Parce que tu enchaînais avec America Got Talent direct ? Ouais, quasiment. Quasiment. C'était signé ou ça s'est signé après ? Non, parce qu'en fait, pendant que je faisais Clec, America Got Talent m'a contacté en tant que Stone pour que j'aille faire l'émission là-bas. Et je leur dis, écoutez, oui, ils nous avaient vus avec le chien dans la bataille du jury. Ouais. Et ils me disent, oui, est-ce que vous êtes intéressé pour venir ? Je dis, oui, ça m'intéresserait, bien sûr, mais attendez un peu, parce que je peux pas. Là, on est en plein Clec. On a déjà tourné, donc je peux pas leur dire, même si c'est la même boîte, que le magicien masqué qui vont sans doute voir, c'est moi. Je peux pas leur dire, pour des raisons de contrat, de machin, d'emballage. Même ma famille n'était pas au courant. Mes propres parents ne savaient pas. Personne savait. Même le jury, personne. Ah non, le jury était à 1 milliard d'années d'imaginer que c'était moi. Personne ne savait. Donc il y avait le directeur de la prod, le directeur de la chaîne, le directeur de casting avec son assistante, JB.
C'est tout, quoi. Et tu devais faire gaffe en coulisses. Bah oui, en coulisses, on était masqués, machin, etc. Donc, on avait un code pour entrer sur la porte. Enfin bon, c'était un peu le bordel. Gros même suspense, pour acheter des tours, fallait pas acheter des tours en Belgique avec la carte bancaire de quelqu'un d'autre, etc. Pour pas que les mecs remontent que les magiciens, c'est des bavards. Donc, tiens, c'est mon tour que j'ai fait à la télé. Tiens, c'est un tel qui l'a acheté. Là, j'ai passé par un copain qui était complètement inconnu. Et tu pouvais pas faire des tours à toi, de David Stone? Non plus. Oui. Et je peux même pas demander de l'aide. Parce que normalement, qu'est-ce que tu fais quand tu as besoin d'une méthode? Tiens, il faut que je fasse le fil coupeur accommodé, tu appelles les copains. Mais là, je pouvais appeler personne. Parce qu'ils auraient su que c'était moi après. Et ils allaient tout de suite baver. Donc, Ah oui, c'était mort après. Ah c'est mort. Le magicien, c'est mort. C'est des pipelettes. Donc, je pouvais m'adresser à personne. Donc, pour en revenir à l'histoire où je sais plus, où pour America Got Talent, quand j'ai retrouvé les emails des producteurs, c'est là où je me suis aperçu que j'avais été contacté par plein de boîtes de production que j'ai contacté 1 an et demi après, en août 2000. On est passé en novembre et j'ai commencé à les contacter je crois en août 2021. Quoi. Bon, j'ai commencé à répondre aux emails en août 2021. Quoi. Quand tu reçois des milliers en quelques jours, t'as pas le temps de... Et donc, la diff en Amérique avait été faite ou pas à ce moment-là? Oui. Alors justement, là, la diff avait été faite. Les Américains me demandent est-ce que tu veux venir en tant que faire America Got Talent, et je leur dis non, je ne peux pas parce que vous allez comprendre, c'est un peu compliqué, mais vous allez comprendre, c'est un peu compliqué. Bon, ils font d'accord. Je leur ai dit attendez 15 jours. Et au bout de 15 jours, quand on a fait la révélation, là, on leur envoie les vidéos, les machins, et ils font génial, on s'en fout complètement de David Stone, on veut ça maintenant. Ok. Bon, voilà. Et voilà. Donc là, tu pars aux States avec JB. En plus, avec JB, David Amouzeg, pour faire. Alors en plein Covid. Donc t'as une quarantaine. Ah oui, la quarantaine, t'as 15 jours. Alors c'est le bordel. T'as 15 jours à devoir passer au Mexique. Après, t'as 1 semaine de quarantaine à Los Angeles. Tout ça pour 1 journée de tournage. Ouais, donc avec un numéro que vous avez préparé pour l'émission. Alors, non, ils nous disent tenez, vous avez fait l'araignée, on veut ça. Point. Refaites l'araignée, exactement pareil. Donc, d'accord, c'était le même tour. Oui. Non, la création, c'était pour après. La créa, c'était pour après. Ouais, là, c'était vraiment pour... ils voulaient la même chose. Donc, tu tournes ce premier passage. C'est ça. Tu reviens? On revient. Ensuite, on revient en mars. Donc, et en août, ils nous disent, en juin, juillet, entre-temps, ils travaillent avec nous. Ils disent, on aimerait bien que vous reveniez pour la demi-finale ou le quart de finale. Là-bas, c'était en 4 étapes. Mais parce qu'ils t'avaient sélectionné quand même. On avait été sélectionné. Ouais. Alors, tu le sais pas tout de suite. Tu l'apprends plus tard. En fait, tu reçois une boîte. Et que quand tu ouvres la boîte, elle s'ouvre. Et puis là, tu as la voix de Simon Cowell qui dit bravo, vous avez gagné, vous allez pouvoir participer au live show. Donc là, c'est en live. Voilà, donc c'est le quart de finale qui est en direct sur NBC. Ouais. Donc ça rigole moins déjà. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Mais donc, tu avais déjà fait toutes les vues avant. Le personnage était déjà très connu en France. Ça avait déjà dépassé les frontières ou pas? Sans doute. Le numéro des perruches, oui, très certainement. Mais comme c'est en francophone, même si c'est traduit, on les a traduits dans toutes les langues très vite, mais les Américains ne lisent pas de sous-titres. Donc, il faut que ce soit en anglais. Voilà, il faut que ce soit en anglais. Donc, et c'est pas plus mal parce que ça nous permet aujourd'hui d'avoir des trucs où on participe encore actuellement à des émissions dont on n'a pas le droit de dire encore, mais qui vont nous permettre de conquérir encore à nouveau actuellement le marché outre-Atlantique de manière encore plus puissante. Et donc tu fais ce deuxième passage avec une vraie histoire. Là, on sent que le personnage est un peu plus travaillé, qu'il y a une histoire sur ce deuxième passage avec donc l'histoire de l'hôtel, cette table, etc. L'apparition de la femme et tout, et donc ce problème de bougie, visiblement qui t'a coûté la croix de Simon. Ouais. C'est un truc de là, dingue, ça a été c'est très stressant. Attention, là, c'est vraiment. Ce que j'allais dire, il y a une pression supplémentaire quand même par rapport à la France. C'est pas la même. C'est pas du tout la même chose. La France est très stressante aussi, mais je crois que on rentre dans une autre dimension. C'est vraiment une autre dimension. Là, t'es sur la scène des Oscars. La scéno n'était pas du tout la même. En France, j'ai l'impression que c'était quand même vachement plus sobre. Là, aux États-Unis, il y avait un travail de lumière. Oui. Il y avait un décor. Oui, c'est pas la même chose. Ils proposent pour les magiciens en France, ils ne font pas de support visuel comme par exemple, tu as un type qui vient qui va se tordre les bras. Là, ils vont lui mettre 5 danseuses avec du feu, des machins, etc. Et les gens qui vont regarder vont croire que c'est son numéro habituel, alors qu'en réalité, c'est la prod qui a investi là-dedans pour que. Elle s'est dit un mec qui va tordre là, ça va être moche. On va foutre du pognon plutôt là-dedans. Mais les magiciens sont rarement supportés en France. Comme ça, ils te disent, allez, mets ta table, tu te débrouilles, tu fais ton truc, c'est bien.
que tu pourrais avoir. Moi, je leur ai dit, je veux des confettis qui tombent, machin, mettez-moi des décors, machin. Tu peux pas. J'ai dû me battre pour avoir des confettis qui tombent, quoi. Ouais. Ça a été une galère. Il n'y a pas de budget. Faites-moi simplement tomber les confettis. Je me suis battu. J'ai même pas été sympa à un moment donné parce que j'ai gueulé, mais bon. Et à un moment donné, je leur ai dit, putain, je veux juste des confettis qui tombent quand je rentre. C'est rien de compliqué. Quand je vois les mecs qui ont, je sais pas combien de trucs autour d'eux, des bidules, ils ont rien demandé, ils sont juste arrivés. Voilà. Bon, bref. Les Américains, non, c'est pas pareil. Là, ils vont te construire, ils construisent carrément un décor, machin, tout le merdier, derrière là-dessus. Mais c'est très stress parce que une demi-heure avant le passage, t'as la prod qui me contacte. Oui, le bruitage, là, on l'a pas, on sait pas à qui il est. Bon, alors, il faut savoir que les États-Unis, tu dois donner l'intégralité de tes sons, tes bruitages, tes machins, tu dois donner toutes les sources intégrales. Donc, dans Clec, t'imagines le nombre de bruitages qui sont utilisés. On les avait, pendant les 15 jours de Covid, on avait retravaillé tous les sons. Il fallait changer les sons pour prendre ceux qui sont autorisés à eux. Mais là, c'est juste un et ce 15 minutes avant ou 30 minutes avant le show, ils me cassent les couilles avec ça. On l'a pas. Parce que ça va passer en direct, leur truc. Et comme ça passe en direct, tu dois avoir des capteurs qui captent les sons, les machins. Tac, celui-là, il n'a pas été acheté. Enfin, tu vois, il y a des problèmes de droit, visiblement, là-bas, qu'on n'a pas encore en Europe. Malheureusement, on y arrivera, mais bon. Donc, en attendant, les mecs nous rendent dingues là-dessus. Alors que toi, tu veux juste faire ton numéro. Donc, tu as autre chose à penser que ces putains de bruitages dans ton truc, quoi. Ouais. Et effectivement, lorsque je joue mon numéro, j'avais tellement répété. Ce numéro, j'avais beaucoup répété, j'avais énormément travaillé. Ouais. Donc j'étais très déçu d'avoir un problème. Cette conne de bougie, la mèche se trempe dans la cire et il est impossible de la démarrer. Alors que tout le début du numéro repose là-dessus. Et là, tu te retrouves dans une situation où tu t'aperçois qu'un tout petit détail technique va mettre en cause l'intégralité de ton truc. C'est un petit peu comme si tu avais une souris qui venait ronger un fil dans une navette spatiale et d'un seul coup, tout va sauter. T'as pas le droit à l'erreur, quoi. Mais pour rien, en fait. Il faut tout anticiper. Putain de bougie, quoi. Alors, pour un miracle, je sais pas, à un moment, t'as le cerveau qui réfléchit à 10 000 à l'heure quand t'es comme ça, en live, devant des milliers de personnes. Et là, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai l'allumette que j'avais en main, je la trempe dans la cire. Elle a été allumée. Je trempe le bas de l'allumette dans la cire qui avait commencé à chauffer, quoi, tu vois. Ouais. Et je la retourne et je la replante. En me brûlant, bien sûr, en me brûlant les doigts. Ouais. Mais cette allumette, elle fait office de mèche, du coup. Parce que j'ai eu l'idée de transformer de la tremper dans la cire. Il y a un truc que j'aurais jamais imaginé, mais bon. Et j'ai réussi à pouvoir enchaîner en fin de numéro. Et ça n'empêche pas, là. T'as dû transpirer. La croix, mais... Dans ces situations, tu as le cerveau qui te débloque d'un coup, cling, 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 et tu trouves des idées que tu n'aurais jamais imaginées avant. Parce que tu peux pas couper et dire on recommence. Mais non, c'est mort. Non, c'est pas possible. Non, pas dans celle-là. Ouais. Parce que là, c'est du live. Donc, Malgré tout, ça te permet quand même d'asseoir encore le personnage en notoriété. C'est ça, vraiment. C'est pas perdu, en fait. Non, pas du tout. De toute façon, ça fait partie des expériences. On n'apprend pas de ses réussites. Hein. Donc, c'est sûr. On n'apprend rien de ses réussites. On n'apprend que de ses échecs. Donc, de toute façon, là, c'est certain que ça nous a beaucoup aidé. En réalité, et on est reparti en France. Et heureusement qu'on a été éliminé, d'ailleurs, parce que la productrice de Arthur pour VTEP, Charlotte, qui nous a contactés, m'avait contacté en août, et je lui avais dit que malheureusement, je ne pourrais pas participer aux émissions de Vendredi Tout est permis, parce que je serai aux États-Unis. Et comme on est éliminé là en quart de finale, on rentre plutôt à Paris. Et du coup, je l'appelle et je lui dis, écoutez, finalement, on est là, on est rentré plus tôt. Alors, il y a des tours qu'on ne pourra pas vous faire parce qu'ils ne sont pas encore, ils sont partis en fret. Ils sont en transit. Ah oui, ok. Ils sont partis en transit, donc ils vont arriver dans un mois, à peu près. Mais on les a pas physiquement. Mais par contre, on peut vous en faire d'autres. Et elle a dit d'accord, elle a déprogrammé des trucs pour nous programmer, pour profiter de notre présence. Et c'est comme ça qu'on a pu intégrer, grâce à Charlotte, l'équipe d'Arthur de VTEP. Donc ça, c'est cool. Ouais, c'est vrai qu'on te retrouve de temps en temps chez Arthur et aussi sur scène. Ça. Aujourd'hui, en fait, t'as réussi à créer l'univers du personnage. Vous avez même sorti un petit bouquin que tu m'as gentiment envoyé. Tu sais que je l'avais acheté aussi en plus à part, donc j'en ai 3. Et un paquet de cartes aussi que vous avez fait faire, enfin un petit peu de merchandising, etc. pour vraiment... Les petites sucettes avec les lames de rasoir à l'intérieur. Ah oui, les sucettes aussi, exactement. Comment t'as vécu cette résidence-là au Palais des Glaces? C'est pareil, c'était génial.
génial. Là, j'ai découvert le théâtre, le monde du théâtre. Ouais. Mais sans parler, parce que en fait, c'est le concept donc de Clegg, c'est un personnage fictif et donc avec une voix pareil très très grave, etc. C'est envoyé en live en fonction aussi de ce qui se passe sur scène pour ceux qui sont jamais allés voir pour décrire un petit peu un univers très dark. Mais c'est vrai qu'on retrouve enfin l'univers sur 1 heure, je sais plus combien il fait le spectacle, 1h20 du personnage. Enfin, on se dit, il est sur scène, voilà. Il a son spectacle. Parce que vous avez écrit, je crois savoir, petit à petit le truc. Vous avez commencé sur des scènes en faisant les premières parties, c'est ça. Jusqu'à avoir à maturation, un spectacle à proposer. Oui. En fait, au Palais des Glaces pendant 7 mois. 7 mois, on a joué pendant 7 mois. Donc ça, c'est quand j'en parle comme ça, je réalise la chance qu'on a de pouvoir jouer dans une très grande salle. Une belle salle. Belle salle à Paris, d'avoir un producteur qui a cru suffisamment en nous pour nous faire jouer pendant 7 mois. C'est quand je vois qu'il y a des gens qui ont du mal à rester 10 jours, t'imagines, c'est juste incroyable. Là, on est parti sur vraiment l'univers, où on a voulu développer totalement l'univers du personnage en réfléchissant comme le spectateur et non pas comme nous en tant que magicien. On a plus réfléchi en termes de qu'est-ce qu'on aurait aimé voir, qu'est-ce qu'on aimerait apprendre, qu'est-ce qui nous surprendrait, et créer quelque chose de très cinématographique. Donc effectivement, comme toutes les voix sont fausses, bien que le public ne s'en aperçoive absolument pas, puisque tout est anticipé. Donc, quel que soit le comportement du spectateur, on va pouvoir y répondre en fonction des tours auxquels il participe pour la plupart, ce qui rend le truc attrayant d'ailleurs, puisque les gens sont contents de ne pas avoir été choisis, mais se demandent également ce qu'ils auraient fait à la place du spectateur, entre guillemets, victime, qui repart toujours avec quelque chose de bénéfique, bien évidemment, mais bon, quand on voit le personnage, on se dit, bon, on n'a pas forcément envie de grimper sur scène quand on voit le mec qui a des haches, des trucs, des machins. Et là, c'est l'univers, c'est presque modelé par lui-même. Il s'est autoconstruit. Et c'est un peu cette impression que j'ai avec Clegg, où j'en parle un peu à la troisième personne, parce que avec JB, quand on écrit, on se dit, on se regarde, et qu'est-ce que Clegg dirait là ? Comment il réfléchirait ? Est-ce qu'il accepterait ou non ? Donc, parce qu'il y a quand même beaucoup de contraintes. Il y a des choses que Clegg ne fera pas. Par exemple, là, mon ingénieur me disait « Pourquoi tu ne montres pas que le nom Lucie est brûlé apparaît sur la table en levant la table et en montrant ?» Mais parce que Clegg, il va pas, s'il tire une nappe, il va pas montrer « Regardez, il y a écrit Lucie sur la nappe, sur la table !» C'est pas du tout son genre de magie. C'est pas, il va c'est pas dans l'ADN du personnage. Voilà, c'est pas ça va pas dans l'ADN, c'est ça, du personnage. Ni dans la Bible du personnage qui a été ensuite écrite après, qui correspond à l'histoire fictive d'où il vient. Donc tout le comportement et tous les tours doivent être en corrélation avec cet univers afin que le public trouve ça cohérent et se retrouve dans ce personnage qui s'avère être une sorte de philosophe, pas forcément gentil, mais pas forcément méchant non plus, et qui traîne sa hache comme une croix, puisqu'il n'est pas parvenu à sauver son épouse des flammes d'un hôtel dans lequel il était, et il avait pris cette hache pour tenter de la libérer, il n'y est pas parvenu, et maintenant il garde avec lui, il n'est pas parvenu parce qu'il a eu peur des flammes, il a eu peur de... C'est une ref à Shining avec la hache dans l'hôtel qui casse la porte aussi. Voilà, il y a un truc comme ça. Ouais. Alors il y a énormément de références à tout. Clegg c'est multi-référencé. Chacun va pouvoir y retrouver des petits détails qui sont cachés à droite à gauche de tout l'univers classique du fantastique et du thriller. Mais là, en l'occurrence, effectivement, ce personnage apporte une émotion nouvelle, je trouve, à la magie, autre que la démonstration de simples tours de cartes. Donc là, tu te retrouves à être sur scène avec les Cantos, tu continues avec ça, Stone passe à table au double fond, donc tu te retrouves parfois à être sur scène 2-3 fois par semaine. Et je vais pouvoir reprendre les conférences, maintenant que j'ai fini tout ça. Voilà, donc, donc tu dois splitter, tu dois être bipolaire, parce que tu dois être d'un coup un mec un peu chelou, et d'un autre, ça doit être toi, en fait. Donc, oui, c'est vrai que de toute façon, dès que j'endosse le costume, c'est plus vraiment moi. Hein. Même mon comportement n'est pas le même. Il paraît que je me mets à grogner, les gens m'ont raconté. Tu rentres dans ton personnage vraiment, bien sûr. Tu es comédien
comédien avant tout aussi, donc, Oui, en fait, tu joues ton truc à fond. Oui. On m'a dit, oui, tu grognes quand on dit je grogne. Oui, il paraît que je grogne. Du temps. La nuit aussi, tu fais des trucs bizarres. Et puis bon, ben voilà, c'est vrai que donc il y a pas mal de. T'as fait quelle époque aussi sur France 2 Oui, avec Léa donc Salamé, super équipe, vraiment super. C'est la première fois qu'une interview était faite à la télévision en live avec la voix, une voix. C'est-à-dire que tout est scripté, mais il faut que également. Mais le public n'est pas au courant. Le public sur place ne s'en aperçoit pas du tout. Donc, nous, on avait scripté avec l'équipe de Léa Salamé les questions qui sont posées et les réponses, bien évidemment, qui vont être dites. Donc, c'est ça qui est... Mais le producteur était très content du résultat, puisqu'en live, ça passe nickel. Quoi. Maintenant, le personnage restera tel qu'il est. On va pas te voir à la fin du spectacle en mode « Hey, salut, c'est moi !» Non, voilà, on reste... Des gens de théâtre m'ont dit « Mais pourquoi vous vous révélez pas ? Pourquoi vous montrez pas l'acteur qui est derrière ?» Parce qu'il n'y a pas d'acteur, il y a juste un Clec. Un univers, un personnage. En fait, il vampirise qui je suis, il rentre dans le corps, et c'est lui qui vient s'exprimer un peu comme une entité. Ouais. C'est ça, un peu comme une entité. Il vient prendre... Mais il a besoin d'un corps pour ça. Donc, en l'occurrence, pour le moment, c'est le mien. Et puis, c'est beau, tu as eu quand même aussi la reconnaissance sur tes 2 spectacles, sur Stone Passe à table, le spectacle magique de l'année en 2023, et Oserez-vous, le spectacle de Clec, avec aussi le billet d'or des spectateurs de Bière-et-Duc, où on achète tous nos tickets. Et donc, en fait, j'avais une question, mais je vois la réponse. En fait, est-ce que tu vas partir en tournée ? Je vois oui, visiblement. Oui, il y a une tournée de prévue. On est déjà actuellement en tournée à travers toute la France et puis j'espère la Belgique bientôt. La vraie tournée devrait démarrer à partir de septembre prochain, donc de septembre 2024. Mais on a déjà une quinzaine de petites dates là où on tourne. Donc on joue prochainement, je ne sais plus trop où, et on va faire 2 exceptionnels à Paris, les 9 et 10 mars, mais j'ignore si cette interview sera déjà diffusée. Alors non, je pense que ce sera, peut-être que le spectacle sera certainement passé, mais c'est où à l'Alhambra ? Vous aurez manqué les 9 et 10 mars, mes chers amis. À l'Alhambra. À l'Alhambra, exactement. Mais j'espère que tu reviendras à Paris. Résidence à Paris après. Et on peut toujours te voir de toute façon au double fond. Si on veut te voir sans le masque. Absolument. Pour le spectacle Stone Passe à table, comment tu vois l'avenir ? Là, tu te laisses porter par le présent ou tu te dis je sais ce que je veux faire dans les 10 prochaines années ou Alors, pas les 10 prochaines années, mais j'ai envie déjà de repartir, moi, en tant que magicien, faire des conférences. J'aimerais retrouver un petit peu le cinéma et les courts-métrages, en reprenant un petit peu, parce que j'ai beaucoup abandonné là depuis le dernier film que j'ai fait, c'était avec Philippe Harel et Isabelle Carré en 2017 ou 2018. Donc ça remonte déjà pas mal. Donc j'aimerais bien reprendre un peu les castings, ne serait-ce que pour pas perdre le rythme. Mais j'avais pas le temps. Hein. Ouais. Un casting, ça me demande 3-4 jours de préparation. Donc pour un casting, donc du coup, j'avais pas le temps du tout. Maintenant, je vais pouvoir me remettre à ça. Maintenant, améliorer le spectacle de Clec, c'est-à-dire tous les petits détails que l'on n'a pas eu le temps d'insérer dans le spectacle, maintenant on peut le faire. Là, on a fait la structure générale, mais maintenant on va peaufiner. Rendre ce petit truc qui fait que ça passe de waouh. Tu vois, c'est tout petit truc. Et c'est souvent des petits détails, des petites choses, mais qui demandent beaucoup de temps à travailler, parce que comme elles sont insignifiantes, on décide de ne pas les mettre au départ dans un spectacle habituel parce que c'est trop de travail. Mais maintenant que tout est calé, on peut greffer petit à petit des toutes petites choses qui vont rendre le spectacle encore plus savoureux. Voilà. Et puis après, l'idéal, c'est de développer... Là, on travaille avec des émissions étrangères pour que le personnage soit encore plus connu. Mais donc, j'ignore ce que ça va donner. Ça peut très bien être... ça peut encore peut-être changer la donne. C'est des très, très grosses émissions, vraiment énormes. Donc, du coup, ça peut encore peut-être... les dés peuvent être encore secoués de manière complètement différente. Je ne sais pas trop vers quoi ça va, mais dans l'objectif, ce serait de pouvoir jouer dans plusieurs pays. Et tu te vois arrêter le spectacle de David Stone ou Oh non. J'aimerais plutôt bien arrêter le spectacle de Clec et avoir d'autres personnages qui interprètent. Comme ça me permettrait à moi de reprendre un peu mon Stone déjà, parce que je sais que j'ai envie de monter mon show et de montrer à tous ces gens qui n'ont pas misé sur moi au départ, ce que vous avez loupé.
Et parce que ce qu'on a fait avec Clegg, on peut très bien le faire avec Stone. Il suffit juste de nous donner notre chance, quoi. Ouais, bien sûr. Et ta boîte de prod sur Clegg, tu leur en as parlé de ça Non, je n'en aurais pas parlé parce que je pars du postulat où si ça les avait intéressés, ils m'en auraient déjà parlé. Ce sont des gens du métier, donc ils savent déjà ce que je fais. Tout au moins, voilà. C'est un peu comme quand tu as un pote réalisateur. Tu vas pas lui dire, tiens, tu peux pas me mettre dans ton film. Si tu lui dis ça, jamais tu joueras dans son film. Donc, c'est en lui disant pas, peut-être, qu'un jour, peut-être, il va se dire, tiens, pourquoi pas lui ? Ouais. Et s'il avait eu un rôle pour toi, il y aurait déjà pensé. Donc, non, j'ai pas... je préfère continuer à pouvoir monter mon personnage, développer le Stone, et puis développer Clegg de manière indépendante. J'aimerais bien que ce soit une franchise. Ouais. Puis ça, j'ai pas les épaules pour, donc ce sera sans doute des sociétés étrangères qui peuvent gérer ça, parce qu'il faut des protocoles très précis, et puis multiplier les tours, les numéros, les fabriquer, les costumes, le bordel, des choses que je maîtrise pas. Mais je verrais bien ça, si ça fonctionne en France. Il faut déjà qu'on prouve qu'en France, ça fonctionne. Ouais. Si on y arrive, ça voudra dire que ça peut être joué n'importe où, puisqu'on fait quand même partie des pays les plus difficiles en termes de spectacle. David, est-ce qu'il y a un rêve de gosse que tu n'as pas réalisé encore ? Dîner avec Claudia Schiffer. Ouais. Peut-être sous Clegg. Ou dîner avec David Copperfield, tiens. J'aurais bien aimé ça. Tu l'as jamais rencontré ? Je l'ai croisé. Ouais. Pareil que le spectacle, il faut le voir une fois dans sa vie. J'étais trop orgueilleux pour aller faire une photo. Ou peut-être trop timide. Moi, je crois plutôt que c'est de l'orgueil. J'attends qu'on m'appelle, en fait. Donc, Donc toi, tu es plutôt du genre à te faire draguer, tu n'iras pas draguer, toi ? Oui, mais c'est plus de l'orgueil. Donc, quand je vais demander quelque chose, c'est que j'en ai vraiment besoin. Ouais. Et quand c'est pour Clegg, c'est plus facile, c'est pas pour moi. Ouais, c'est sûr. Pour la nécessité c'est pour de Clegg. Voilà, c'est ça, c'est pour lui. Donc, pas de gosse, de rêve. De gosse. Écoute, le maquillage, rêves de gosse, j'ai accompli. Hein. Moi, je rêvais d'être magicien. C'était déjà une chance d'être. Tu te rends compte, de jouer double fond, c'était déjà un rêve de gosse. De rencontrer. J'ai vu toutes les vedettes que j'aurais pu rêver de croiser. Le cinéma, c'est mon truc. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Bah oui. Et pour ça, il faudrait que je développe un personnage que le grand public ait envie de découvrir. Ça sera encore beaucoup d'autres travail. Mais entre l'image que tu as de toi en tant qu'acteur et de ce que tu sais que tu peux proposer et celle qui va avoir du succès avec le grand public, il y a un tel écart que je l'ignore, je la connais pas encore, qui m'aurait dit tu vas te faire connaître en mettant un masque et en arrêtant de parler. Imagine, personne ne peut imaginer un truc pareil. Si je te disais, oui, on a tout créé depuis le début, on savait le succès que ça allait avoir, c'est faux, c'est un mensonge. On est porté un peu par les choses au fur et à mesure. Moi, jamais j'aurais imaginé me faire connaître avec un personnage comme Clegg. Donc, c'est pour ça que la vie est pleine de surprises. La vie est pleine de surprises et le cinéma, je décroche pas, je continuerai. J'ai pas eu le temps là. Puis ça te fera peut-être une bulle d'oxygène aussi par rapport à la magie. Puis ça m'a fait du bien. D'ailleurs, quand j'avais pris des cours de cinéma après 2006, après avoir arrêté La Voile Rouge, quand j'en avais parlé avec David Jarre, où il m'avait dit, mais si tu veux faire ça, et c'était ça mon objectif, faire du cinéma, il m'avait dit, t'es obligé d'arrêter tout, Saint-Tropez, machin, concentre-toi là-dessus. Et c'est vrai que pendant 3 ans, à faire 5 heures par jour, 5 jours par semaine, tu fais que ça. Et là, tu apprends vraiment, là, tu progresses vraiment. Mais c'est pas perdu. La preuve, c'est que j'utilise tout ça dans le jeu de Clegg. Aujourd'hui, j'aurais jamais été capable d'interpréter ce personnage si je n'avais pas pris ses cours, si je n'avais pas appris ne serait-ce que l'interprétation, les silences, les temps. Tu as vu les silences qu'il y a dans Clegg, c'est ça qui est génial. C'est un magicien qui passe son temps en général à parler, à faire du bruit et à occuper l'espace. Clegg, c'est l'inverse. Il laisse s'installer des temps, des vrais temps qui prennent un peu comme en musique classique. C'est ce qui donne du rythme, en fait, aussi. Et qui donne du rythme. Ouais, exactement.
Bon, alors peut-être on reverra David sur grand écran. Et oui. Sur scène, ça c'est certain. Et voilà, vous pouvez aller le voir et le suivre surtout sur les réseaux, donc et de Clacantos et de David Stone. Le mec a 60 profils Instagram. Donc non, il y a le profil de Clec et il y a le profil de David aussi. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette histoire fantastique parce qu'elle l'est depuis le début. C'est un, c'est un message de... si ça a fasciné les gens, mais en tout cas, merci de m'avoir. Arrête d'être humble, tu m'énerves. Non, vraiment, c'est aussi ce que j'aime dans les invités que j'ai dans cette émission, c'est de prouver qu'avec la passion et la détermination, on peut arriver à faire ce qu'on veut faire. Donc, t'en es aussi un exemple. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, David. C'était vraiment super d'échanger tous les deux. Merci à toi. Et d'avoir fait connaître ton histoire, des choses que tu n'as racontées, je pense, nulle part ailleurs, ici aussi dans cette émission. Et je te dis à très vite. À très bientôt. À bientôt sur scène, mais avec qui? Avec Stone ou avec Clec? À voir. C'est vous qui déciderez. À très bientôt pour un nouvel épisode de Fantastique. Salut.